Salut, bonsoir à toutes et tous, salut Nico, salut Julo, salut Stéphane, salut à toutes celles et ceux qui nous rejoignent, salut le particulier, salut Billy qui vient d'arriver, salut Billy, bienvenue. On est ensemble pour 2 heures, donc jusqu'à 20 heures. Au programme de ces 2 heures, nous partons d'abord dans le monde très peu merveilleux des PFAS, des perfluorés, des polluants éternels qui agitent l'actualité parce qu'on les retrouve partout, dans nos bouteilles d'eau, nos produits de consommation, la poussière, des trucs qui ne font pas vraiment du bien puisqu'ils provoquent des problèmes de santé, comme des lésions hépatiques, des maladies thyroïdiennes, de l'obésité, des problèmes de fertilité, des cancers. Joyeux programme, on ira prendre notre microscope pour certainement conclure que la réalité est peut-être encore bien pire. Ce sera de 18h à 18h30, heure à laquelle nous irons faire un tour tranquille et prudent au pays du gruyère, de la banque, de Roger Federer et des coucous. Nous irons en Suisse, la Suisse condamnée cette semaine par la Cour européenne des droits de l'homme pour inaction climatique. C'est une première et ça pourrait ne pas être une dernière. Ce sera jusqu'à 19h et à cette heure arrêtée sur nos helvètes toquantes, nous jetterons un double pont dans le temps et l'espace pour relier le passé et le présent du Rwanda et de la France, 30 ans après le génocide des Tutsis par les Hutus, et alors qu'une certaine confusion a saisi de ses bras embarrassants Emmanuel Macron, président de la République, qui a d'abord dit il y a quelques jours que la France aurait pu arrêter le génocide au Rwanda sans avoir eu la volonté de le faire, pour ensuite faire marche arrière et défendre la thèse du quiproquo. Ce sera jusque 20h. Pour l'heure et pour l'instant, chers amis, il est à peu près 19h à Beyrouth, il est à peu près déjà demain à Sydney et Tokyo, il est 16h en temps universel, il est exactement 18h04, passé de 58 secondes à Paris, il est bien sûr l'heure que vous voulez sur Twitch. Salut à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Salut Science à la carte. Notamment. C'est l'histoire de toutes petites choses qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais qui provoquent des cancers, des problèmes de fertilité et des tas de choses pas chouettes. On les trouve un peu partout, et notamment on va le voir dans les bouteilles d'eau, dans les poêles de nos cuisines, et on ne sait pas toujours quand ils sont là. Ce sont les PFAS, les polluants éternels. La semaine dernière, les députés ont adopté une proposition de loi pour réduire l'exposition aux polluants éternels, sans interdire les ustensiles de cuisine qui en contiennent, avec des voix pour s'en satisfaire, des voix pour dire que ça ne va pas assez loin, et puis d'autres voix pour dire que la majorité a cédé devant le lobby des fabricants d'ustensiles de cuisine. Bonsoir Gaël Fortin. Bonsoir. Salut Gaël, t'es docteur en cancérologie, t'es par ailleurs vulgarisateur scientifique. Exactement, c'est ça. Salut et bienvenue, à tes côtés Sophie Campion. Salut Sophie. Salut. Toi aussi, tu es vulgarisatrice scientifique, mais toi tu es docteur en pharmacie. Tout à fait. Ce qui va nous faire Sans faute. Ce qui va nous faire un excellent binôme pour le programme qui nous attend. Gaël, tu as signé une tribune dans Le Monde, c'était le 3 avril, une tribune dans laquelle un collectif de scientifiques et de vulgarisateurs attire l'attention sur la mise en doute de la toxicité des PFAS par les industriels. Une tribune qui appelle les responsables politiques à les interdire. Peut-être qu'on va commencer par un peu de lexique pour ceux qui n'y connaissent rien. Désolé, donc ça va t'incomber, mais Sophie, tu peux aussi en prendre ta part. C'est quoi les PFAS ? C'est une grande famille, je crois. C'est plein de choses. Ouais, c'est beaucoup de composés différents qu'on retrouve partout. On aura l'occasion d'en reparler. Tous ces composés-là, ils sont utilisés de plein de façons différentes. Alors, les PFAS, ça veut dire substance perfluoroalkylée. En fait, c'est toute une famille de composés qui ont une propriété particulière. C'est que dedans, on retrouve une liaison chimique précise qui inclut le fluor, d'où le nom de perfluoroalkylé. Et cette liaison-là fait que ces composés sont hyper stables dans le temps. Et donc, c'est pour ça qu'on les appelle les polluants éternels. Parce qu'une fois qu'ils sont émis quelque part, une fois qu'ils sont fabriqués, ils ne vont pas disparaître pendant des années. Alors, tu es docteur en cancérologie. Qu'est-ce que la cancérologie vient fourrer son nez là-dedans ? Alors, malheureusement, les PFAS, ils sont cancérogènes. Donc, il y a 2 PFAS vraiment qui ont été interdits depuis 2009, donc pour le PFOA, et 2020 pour le PFOS. Il y a beaucoup d'acronymes. Et en tout cas, pour le PFOA, il a été classé comme cancérogène. Donc, c'est une substance qui, lorsque on l'ingère, elle va, sur le long terme, augmenter fortement le risque de développer des cancers. Sophie, Sophie ou Gaël, pour vous distribuer la parole, on les trouve où ces PFAS ? C'est un peu pour introduire, peut-être pour ceux qui n'y connaissent absolument rien, qui n'ont jamais entendu parler des PFAS. Et ben en fait, on les trouve un petit peu partout. C'est utilisé dans beaucoup d'industries, donc l'industrie du textile, comme on l'a vu aussi, les ustensiles de cuisine, dans les mousses anti-incendie, dans plein d'objets du quotidien. Et en fait, le problème, c'est que au niveau de la fabrication, quand on fabrique des objets avec ces composés, c'est relargué un petit peu partout, donc dans les sols, dans l'air, dans l'eau. Et donc, en fait, notre contamination, elle vient surtout de ce qu'on ingère. Donc, au niveau de la nourriture, que ce soit dans la viande, les œufs, les fruits de mer, mais aussi l'eau potable qui est contaminée. Cette loi, on en pense quoi ? Elle est
pas suffisante, la question piège. Mais elle est forcément pas suffisante parce qu'il y a trop d'exclusions. Donc il y a tous les ustensiles Désolé, je de me déshabille, il fait cuisine. vraiment trop chaud dans ce Striptease studio, en c'est direct. épouvantable. Pardon, voilà, Ludo, accent short rose. Pardon. Donc les ustensiles de cuisine ont été exclus parce que, alors il faut faire la distinction dans cette grande famille d'épiphases. Donc il y a les polymères et les non-polymères et il y a justement eu tout un débat autour de ces, on va dire, de ces deux sous-familles. Et les polymères sont censés être, ne pas rentrer dans l'organisme et du coup ne pas être toxiques pour l'organisme. Donc, il a été décidé d'exclure cela, et surtout sous l'action des lobbies. Alors, ces lobbies, c'est qui donc ? Il faut expliquer un peu qui a intérêt à ne pas faire interdire les PFAS. Les industriels qui utilisent justement ces PFAS et qui n'ont peut-être pas encore de solutions pour utiliser d'autres composés, en tout cas qui ne veulent aussi pas. Mais bon, ça, c'est pas notre boulot, en tout cas pour cet aspect-là. Mais en gros, il faut trouver justement des substitutions pour utiliser d'autres composés. Et donc les lobbies ont poussé pour que justement ces polymères... Dans le chat, nos spectateurs, notre communauté a déjà balancé plein de noms. Alors on est sur le service public, on va donc pas les lire, mais oui, donc c'est à peu près ceux-là, effectivement. Oui, vous les connaissez je tous, pense que vous avez suivi l'actualité. Mais donc en gros, les polymères ont été exclus, alors qu'en fait, justement, l'autorité européenne de la sécurité des aliments a très bien pointé que lors de la fabrication de produits avec ces polymères, il y a aussi tous les composés qui ont été identifiés comme cancérogènes, comme le disait Gaël, donc surtout PFOS et PFOA. Gaël ? Pour compléter, il y a effectivement pendant la fabrication, et il y a des études qui ont montré que quand on utilise des poêles qui contiennent ces molécules-là, celles qui sont censées être saines, on va dire, en tout cas ne pas poser de problème de toxicité, il y a aussi de la production de ces PFAS qui ont été interdits et qui sont toxiques et pour lesquels il y a une certitude, il y a un consensus scientifique sur le fait qu'ils sont toxiques et dangereux pour la santé. Dans le chat, il y a... Pardon, j'arrive pas à lire ton pseudo. Il est compliqué ton pseudo. Chris 5 Pise, je le prononce probablement pas bien, qui nous dit je ne comprends vraiment pas pour les ustensiles de cuisine, puisque j'utilise moi-même des poêles en fer, en fonte, en inox, et sans jamais de revêtement. C'est le revêtement qui pose problème, c'est ça ? Exactement. Oh, vas-y. Donc en fait, les PFAS sont utilisés dans le cadre du revêtement des poêles. Donc c'est tout ce qui est poêles anti-adhésives qui contiennent ces PFAS-là parce que les PFAS ont des propriétés anti-adhésives. C'est pour ça, donc quand on est sur des poêles en inox ou des poêles en fer, par exemple chez moi j'ai des poêles en fer, il n'y a pas de PFAS qui sont utilisés pour faire de revêtement anti-adhésif parce qu'il n'y a pas de revêtement anti-adhésif. Et effectivement, ça ne pose pas de problème pour beaucoup de gens qui l'utilisent. Et avant qu'il y ait ces composés qui soient développés dans les années 50 et 60, il me semble, on avait des poêles qui n'avaient pas de revêtement anti-adhésif et ça marchait très bien. On voit déjà les effets sur la santé. Il y a des études qui ont été faites. Vas-y, je t'en prie. Ah, mais je veux pas être le... non, mais allez-y. Mais coupez-vous la parole. Vas-y, Sophie. Si vous êtes vraiment inélégant entre vous, je vous le dirai. Vas-y, Sophie. Déjà, il y a des restrictions au niveau international qui ont été faites donc sur deux composés, le PFOS et le PFOA, qui ont été clairement identifiés comme cancérogènes pour le PFOA et peut-être cancérogènes pour le PFOS. Et c'est pour ça qu'il y a eu ces restrictions en 2009 et 2020 pour être retirés de la distribution. Cette loi, elle est insuffisante. Qu'est-ce qu'on aurait pu y ajouter ? Alors, on dit, c'est peut-être, certains disent, c'est la victoire du lobby, donc des fabricants d'ustensiles de cuisine. Bon, il faut considérer aussi le fait que du jour au lendemain, on ne peut pas virer peut-être des milliers de personnes. C'est, j'imagine, ce qui a été dit à l'Assemblée nationale. Ouais. Et il faut le considérer. Après, dans notre Constitution, on a aussi le principe de précaution, peut-être. À court terme, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait un consensus acceptable ? Puisque vous avez l'air de dire qu'actuellement, on est quand même très en deçà de ce qu'on aurait pu attendre de la loi. En fait, le problème avec les PFAS, c'est que ça se dégrade très lentement. Ça reste des années et des années dans le corps et dans les sols. Donc là, on peut, entre guillemets, rien faire avec les PFAS qui ont déjà été produits. Le but, c'est de limiter au maximum la nouvelle production de ces composés.
Vu que ça s'accumule dans le corps, il y a aussi cette notion de seuil de toxicité. Et là, on n'est pas encore totalement sûr de la dose qui potentiellement peut engendrer un risque sur la santé. Euh, et ce qui est important, c'est qu'il y a plusieurs milliers de PFAS qui existent. Donc il y a un peu l'effet aussi cocktail. On est en permanence exposé à ces PFAS. Et donc ce qu'il aurait été intéressant de faire, c'est de considérer les PFAS comme une grande famille, une grande classe chimique, et du coup de ne pas être à, en gros, faire des études PFAS par PFAS, molécule par molécule, mais avoir une restriction universelle pour toute cette classe des PFAS. Il y a une question dans le chat de Volca. Pardon Volca, j'ai perdu ta question. Bah, ta question a disparu. Mais je m'en rappelle. Je m'en souviens. Pardon, désolé. Volca, salut Volca. Quand je fais saisir mon steak dans ma poêle anti-adhésive, est-ce que je mange des PFAS ? Oui. Réponse oui. Oui. La réponse est oui, c'est une des façons par lesquelles on est contaminé au PFAS, c'est parce qu'on ingère directement avec tous les produits qui sont notamment avec les cuits dans les poêles anti-adhésives. Ouais. Il y a une autre question de Zark5, j'imagine, ou Zarch5, je ne sais pas, qui dit, pour faire l'avocat du diable, il y avait beaucoup moins de lave-vaisselle dans les foyers quand les ustensiles à revêtement ont explosé. C'est vrai. Est-ce qu'on peut se passer derrière cette question, en fait, est-ce qu'on peut se passer en fait de tous ces ustensiles ? Bon, la réponse est certainement oui, mais Oui. elle les remplace par quoi ? Pour tout ce qui est, par exemple, poêle anti-adhésive, il y a des poêles en inox, en fer qui marchent très bien, pour lesquels il n'y a pas de revêtement anti-adhésif. Après, les questions se posent pour tout ce qui est textile, par exemple, parce que donc les PFAS, il y en a dans l'alimentation, mais il y en a aussi dans les textiles, dans les bâtiments, il y en a partout. On pense moins au textile. Ouais, parce que souvent, en fait, on a cette idée de se dire, bah, en fait, c'est je sais pas, un t-shirt 100% coton, ou c'est un truc qui est en polyuréthane, etc. Mais derrière, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que, comme on disait avec Sophie, c'est en fait plein de molécules, de composés qui sont produits pendant la fabrication, et tu sais, pendant la fabrication. Donc, ce sera jamais écrit sur ton t-shirt rose 90% coton, 10% PFAS. J'espère pour toi qu'il n'y a pas 10% de PFAS dans ton t-shirt rose. Mais... Bon alors, et si on fait l'inventaire dans la maison, on en a où ? Qu'est-ce qu'il faut enlever de sa maison ? En fait, les PFAS ont des propriétés anti-adhésives, aussi imperméables, et résistent extrêmement bien à la chaleur. Donc il y en a effectivement dans nos vêtements, surtout ceux qui sont imperméables. Donc l'anorak, potentiellement, il y en a. Potentiellement aussi sur les fers à repasser, les poêles, et puis plein de produits d'entretien, anti-taches, etc. Mais donc il faut voir aussi et justement faciliter la substitution cas par cas, parce qu'il y a des utilisations qui sont diverses, mais il faut aussi favoriser ça pour enlever les PFAS au fur et à mesure ou de manière un peu plus efficace. Gaël, dans la tribune que tu as signée, tu l'as peut-être signée aussi, Sophie d'ailleurs, je ne sais pas. Non. Non, en tout cas, toi Gaël, tu l'as signée. J'ai signé la tribune. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette tribune ? Alors cette tribune, ce qu'on demande, c'est en fait surtout... Donc c'est une tribune qui est parue dans le Monde. C'est une tribune qui est parue dans le Monde, qui a été... Le 3 ou le 4 avril, je crois. Le 3 avril, la veille du passage du texte à l'Assemblée nationale. Ce qu'on explique dans cette tribune, c'est qu'il y a un consensus scientifique réel sur la toxicité des PFAS, et que ce consensus-là, en tout cas la tribune est adressée notamment aux députés, il faut absolument prendre en compte ce consensus-là, et qu'il y a eu une intense campagne de lobbying par donc, des fabricants qu'on ne citera pas, qui fabriquent notamment des ustensiles de cuisine en France, et il faut... Ce qu'on demandait, c'était de ne pas céder à ce chantage et à cette campagne de lobbying. Il y a eu toute une entreprise de doute qui a été mise en place avec du tri de certaines études qui étaient plus ou moins bien faites, avec vraiment cette ambition de la part de ces lobbies de casser le consensus scientifique qui existe réellement. Donc on disait, il y a un consensus scientifique, on explique le consensus scientifique qui est que les PFAS sont nocifs pour l'environnement et pour la santé humaine, et on demande aux députés d'agir en conséquence. Leur rôle, c'est de protéger les citoyens et les citoyennes. On sait que c'est dangereux, donc il faut interdire ces substances. Pourquoi on a attendu tout ce temps pour parler des PFAS ? On les connaît depuis quand, les PFAS ? On les connaît depuis les années 50-60, depuis leur développement, leur mise en place. Ça a été très... Alors,
En fait, il y a eu une première vague qui date, il me semble, de la fin du XXe siècle en termes de prise en compte, quand il y a eu l'interdiction quand il y a eu les premiers scandales autour du téflon, qui était donc avec le PFOA dedans, et donc qui a finalement été interdit en 2009. Pourquoi tous les autres n'ont pas été traités plus tôt? Parce qu'on n'était pas forcément conscient de leur toxicité, parce qu'il y a toujours eu du lobbying pour éviter que ce genre de sujets deviennent des sujets d'actualité pour qu'il y ait des projets de loi. Et effectivement, en fait, depuis 2001, quand même, il y a eu des restrictions au niveau international. Donc, il faut savoir qu'il faut qu'il y ait des restrictions donc, au niveau international européen et aussi au niveau français. Et donc, il y a eu quand même plusieurs échéances qui ont essayé de diminuer la production des PFAS. Mais en fait, il y en a tellement. En fait, il faut des décennies pour pouvoir faire des études. Et puis, on manque de données encore, que ça soit sur la contamination des eaux, que ça soit sur la contamination et notre exposition. Et il commence à y avoir justement des études qui ont été faites, et notamment sur notre imprégnation au PFAS. Et il y a eu, par exemple, une évaluation en 2019, il me semble, l'étude Esteban, qui prouve que sur plus de 700 et plus de 200 enfants qui ont été testés, tous ont été contaminés au PFAS, en tout cas aux deux éléments qu'on connaît le plus, donc PFOA et PFOS. On l'aura bien répété, ces deux Comme ça, vous aurez tous compris dans le chat. Mais donc, on manque encore de données, donc c'est pour ça que les choses évoluent lentement, mais on commence à agréger des données, et on commence à agréger des données aussi entre pays, à l'échelle européenne et à l'échelle mondiale. Il y a Vilou qui nous dit, Stomédia comme France Info, de faire régulièrement des reportages sur les additifs cancérogènes, les polluants éternels pour faire changer en mieux les mentalités. Bon, j'aime bien quand ça nous flatte un peu. Et ne pas laisser tout ça passer sous le radar à cause des lobbies. Mais tout à fait, t'as raison. Merci Vilou, salut, bienvenue. Il y a W3 Spo qui dit gardez les PFAS dans les maisons, au moins ça ne sera pas brûlé n'importe comment et ça ne finira pas dans les sols. C'est peut-être un peu contestable. Il y a Sergio Canedo, salut Sergio, merci de nous rejoindre, qui demande est-ce que la science et l'industrie va pouvoir peut-être proposer d'autres molécules qui pourraient remplacer les PFAS? Les molécules, elles existent déjà en partie. Il y a déjà des situations dans lesquelles des substituts qui sont censés être moins toxiques ont déjà été développés. Donc en réalité, on n'est pas du tout dans un contexte de il y a les PFAS et en face on n'a aucune alternative. C'est pas du tout vrai. On a des alternatives en termes d'usage, on a des alternatives en termes de, on parlait tout à l'heure des poêles, au lieu d'avoir des poêles avec des revêtements antiadhésifs, des poêles en inox. Et même en termes de composés, on a des alternatives aux PFAS qui existent déjà dans un certain nombre de secteurs. Après, il y a toujours aussi l'aspect de simplement, ça coûte plus cher de mettre en place de nouvelles procédures, de changer les façons dont les produits sont conçus, que de simplement continuer jusqu'à ce qu'il y ait une interdiction. Et là, c'est ce qui s'est passé dans le cas des lobbies pour les ustensiles de cuisine. L'objectif, c'est clairement de pouvoir continuer à fonctionner de la même façon que ce qui est fait actuellement, le plus longtemps possible. L'interdiction de ces produits-là dans les ustensiles de cuisine, elle va arriver. Elle va arriver, que ce soit dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 15 ans, elle arrivera. Et pendant ce temps-là, pour les fabricants de ces produits-là, c'est autant de temps de gagner où on n'a pas besoin de remettre en question la façon dont on produit ces ustensiles de cuisine, et donc on fait des économies. Sophie ? Le problème actuellement, c'est qu'il y a des produits qui sont mis sur le marché, et les études sur le risque sanitaire est fait a posteriori, une fois que c'est déjà sur le marché. En fait, il faudrait inverser les choses et avoir ces études en amont avant qu'un produit soit mis en vente et utilisé par tout le monde. Il y a Insatisfait, salut Insatisfait, quel pseudo charmant. Bienvenue et bonsoir à toi qui dit je lave jamais ma casserole, comme me l'a appris El Pueblo. Est-ce que la crasse qui s'accumule me protège des PFAS? Alors là, je n'en ai aucune idée. On a le droit de ne pas savoir. Mais peut-être que ça stimule en tout cas les défenses immunitaires d'une certaine manière, je ne sais pas. Est-ce qu'il est déjà trop tard? Est-ce que ça fait donc ça fait depuis combien de temps donc qu'on accumule toutes ces petites molécules qui nous font pas du bien? Enfin, est-ce qu'on va devoir finalement vivre avec d'une certaine manière, même si on arrêtait la production aujourd'hui? Vous comprenez le sens de ma question? Oui, carrément. Oui, parce que ça fait donc
Pour répondre au premier bout de question, ça fait à peu près 60 ans au final qu'on est. En 60 ans, on en a produit beaucoup. Ouais, il y en a partout. dans Des l'environnement. poêles avec des anti-adhésifs dont on ne cite pas les noms, il y en a dans toutes les cuisines. Ouais. Elles se dégradent, enfin voilà, donc on en a mis partout des PFAS. Oui, dans l'environnement, il y en a quasiment partout. Et donc, qu'est-ce qui va se passer pour nous ? On va rester positif. Non, en fait, c'est jamais trop tard parce que c'est ce que disait Sophie, comme c'est des substances qui s'accumulent, plus tôt on les arrête, et plus tôt on va éviter d'avoir encore plus de PFAS à ingérer, encore plus de PFAS qui contaminent notre environnement et nos corps. Donc, plus on intervient tôt, mieux c'est. C'est jamais trop tard, c'est juste que plus on attend et plus on augmente les risques de développer des cancers, plus on augmente les risques de problèmes de croissance, des problèmes aussi associés à tout ce qui est, à tout ce qui est relatif au système immunitaire. Donc, il est jamais trop tard pour agir, plus tôt on agit, mieux c'est. Et donc c'est une première victoire, hein, cette loi. C'est juste que ça peut aller plus loin, beaucoup plus loin, mais c'est déjà une première victoire. Sophie ? Les effets négatifs sur la santé, ils sont vraiment... Enfin, ils apparaissent sur le long terme. Il n'y a pas C'est à l'échelle d'études, d'un par individu, exemple. d'une génération, d'une demi-vie ? C'est plus sur l'échelle d'un individu. Effectivement, c'est plus l'exposition répétée et au long terme où on va pouvoir voir des effets négatifs arriver sur la santé. Donc, il n'est jamais trop tard pour agir dessus. Oui, on est beaucoup exposé à ces composés. On estime aussi qu'on sous-évalue notre exposition. Donc ça, c'est le côté un petit peu plus sombre. Donc, et puis, on en apprend de plus en plus. Donc, potentiellement aussi, on va avoir plus d'effets qu'on découvre. Pour le moment, il n'y en a que 4 qui sont avérés avec des preuves suffisantes. Mais il y en a aussi plein d'autres, comme le diabète, l'obésité, d'autres cancers aussi. Donc, peut-être qu'on va découvrir d'autres choses. Mais en tout cas, plutôt... comme dit Gaël, en fait, plus tôt on arrête, plus vite on va pouvoir aussi endiguer cet effet-là et diminuer les risques. Parce que oui, il y a quelque chose qui est quand même très important à différencier, c'est le danger et le risque. Le danger, c'est que ces composés, effectivement, ont un potentiel cancérogène et des potentiels négatifs sur la santé. Le risque, c'est notre exposition, c'est quelle chance, quelle probabilité j'ai pour que ce danger puisse s'exprimer. Donc plus on diminue l'exposition, plus on va diminuer ce risque. Il y a Furtif74 qui pose une question très pratique. Pardon, il y a plein de questions très pratiques, mais c'est que ça intéresse les gens. Y a-t-il des PFAS dans les papiers sulfurisés ? Les papiers sulfurisés, c'est ceux qu'on utilise donc pour cuire des choses dans le four. C'est ça, hein ? Bonne question. Alors Et si vous ne savez pas, vous ne savez pas. C'est pas moi, grave. je peux pas je sais pas. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que le papier sulfurisé, du coup, il y a des couches en plastique pour pouvoir permettre le maintien avec la chaleur et pour rendre l'ensemble anti-adhésif. Donc, c'est possible. Dans tous les cas, il y a des substances plastiques. Il y en a beaucoup qui posent problème. Potentiellement, il peut y avoir des PFAS, mais je sais pas. J'ai pas été regarder la composition. Il y a eu récemment tout un tollé autour des bouteilles d'eau en plastique. On retrouve des PFAS dans les bouteilles d'eau en plastique, je crois. Et c'est surtout, on retrouve des PFAS partout. Je pense que même plus que les bouteilles d'eau, c'est qu'on en retrouve maintenant dans l'eau potable aussi. Je veux pas C'est l'eau du robinet. On adore l'eau du robinet. Donc effectivement, c'est un peu qu'est-ce que je choisis entre les bouteilles d'eau avec les microplastiques, les PFAS, ou au final les PFAS que je vais retrouver aussi dans l'eau potable. Choisissez votre camp. Je sais pas. Gaël, c'est quoi ton camp, toi ? Moi, c'est l'eau du robinet, mais parce que disons qu'il y a clairement il y a des contaminations dans tout ce qui est niveau nappe phréatique. Il y a déjà des cas qui ont été documentés dans les nappes phréatiques qui ont été contaminés à proximité des usines qui produisent certains de ces PFAS. Donc ça, il n'y a pas de doute dessus. Après, en ce qui concerne l'eau qu'on trouve en bouteille, c'est les mêmes problèmes. Ça vient aussi de nappes phréatiques. Ça peut aussi être contaminé de la même façon. Et pour le coup, pour tout ce qui est eau en bouteille, il y a d'autres contaminations comme les microplastiques dont tu parles qui ont été clairement identifiées. Et récemment, on a encore parlé d'autres contaminations et d'eau qui étaient finalement pas de très très bonne qualité qu'on retrouvait dans les eaux en bouteille. Alors, on a Chache Caché qui dit bonjour, salut Chache Caché. Attends, je lis ta question. Est-ce qu'il y a le problème des PFAS pour les Tupperware ? Désolé, c'est que des questions très cuisine. Mais vous avez raison de les poser. Si vous les posez, c'est qu'elles vous inquiètent. Est-ce qu'il y a le problème des PFAS pour les Tupperware ? Est-ce que c'est pire si on les met au micro-ondes ou si on les lave à l'eau chaude ? Bon. Je ne sais pas. Est-ce que vous savez, vous ? Sophie, vous avez le droit de ne pas savoir. Vous n'êtes pas consultant en ustensiles de cuisine. Exact.
Tupperware, je sais pas. Potentiellement. Ça pourrait être parce que Potentiellement. c'est utilisé dans. En fait, Lesquels aussi? C'est ça le problème, c'est que c'est large. Mais moi, je mettrais pas mon Tupperware en plastique dans le micro-ondes. Ça peut aider. Voilà, c'est mon conseil du jour. de manière générale, dans tout ce qui est emballage plastique, à partir du moment où on n'est plus dans les conditions de température ambiante, donc quand on n'est plus entre 5 et 20 ou 30 degrés, il y a des risques de transfert, que ce soit à basse température ou à haute température. Donc ce qui est conseillé, c'est plutôt d'utiliser des emballages notamment en verre pour quand il y a des situations comme ça de chaud ou de froid. Et puis pour le coup, pour tous les produits qu'on a à la maison qui ont des PFAS, oui, il y a risque d'exposition directe quand ils sont abîmés, mais au final, à 90%, ça va plus venir de ce qu'on ingère, et donc l'eau et ce qu'on va retrouver dans les aliments. Et ça, tout ça, ça vient plutôt de la production de ces produits. Oui, c'est pas dans le sens de parce que j'ai mis sur ma poêle anti-adhésive des tomates que j'ai fait cuire. C'est dans le sens que l'ensemble de notre environnement est contaminé par la production de tous ces composés et que donc on se retrouve à les manger de façon indirecte, à être contaminé comme ça. Il y a eu cette loi, c'est quoi la prochaine étape? Alors, il me semble qu'au Parlement européen, enfin en tout cas d'un point de vue de l'Union européenne, il y a une réglementation qui est en cours de préparation. Donc ça, c'est la prochaine étape sur le sujet, en tout cas. Et après, le rêve, ce serait que la prochaine étape, ce soit aussi une interdiction complète des PFAS, y compris dans les ustensiles de cuisine. Et puis aussi, de manière plus générale, qu'on reconsidère, comme le disait Sophie, la façon dont on étudie ou dans laquelle on évalue la sécurité des nouveaux composés qui sont développés. Et pas que ça soit 20 ans après et des scandales et la presse qui en parle, etc., qu'on se dise « Ah, ici, on interdit ces molécules-là ». Ben non, en fait, c'est au début, quand ces produits-là sont mis sur le marché, qu'il faut s'inquiéter de ça, parce que si après, c'est des molécules qui persistent, c'est dangereux pendant des dizaines d'années. Et là, typiquement, c'est ce qui se passe avec les PFAS. La prochaine étape, c'est vraiment la restriction universelle. Et ça a été demandé justement par 5 États membres de l'Union européenne. C'est d'interdire tous les PFAS et de ne pas passer au cas par cas. De considérer ça comme une classe chimique entière qui est potentiellement nocive et qu'il ne faut plus utiliser et qu'il ne faut plus produire. Furtive74, salut Furtive, nous demande, bienvenue Furtive, qui vous demande comment vous faites pour ne pas désespérer, ne pas baisser les bras face au lobby et à la multitude des polluants. Bon, c'est un travail de chaque jour, c'est une histoire de cœur et de vocation, je suppose. Tu veux commencer? Oh, Furtive vous demande une profession de foi, je crois. Tu veux commencer ta profession de foi? On garde l'espoir qu'on puisse justement vraiment collaborer entre scientifiques et industriels et qu'il y ait moins ce duel, mais qu'on puisse travailler ensemble. Et puis aussi continuer à expliquer les tenants et les aboutissants et se faire un peu les porte-parole de toutes ces études et des consensus scientifiques qui doivent être entendus, peut-être plus que des messages uniquement à but économique ou industriel. Je pense que moi, à mon échelle personnelle, on peut toujours améliorer la situation. C'est des petits pas, mais déjà là, c'est une première victoire sur la question du PFAS. On en a beaucoup parlé ces derniers jours, et donc c'est déjà rien que juste la satisfaction de savoir que des gens qui ne connaissaient pas les PFAS sont au courant de ce que c'est, de la pollution que ça engendre. C'est déjà un premier pas important. Et nous, dans notre travail de vulgarisatrice scientifique, c'est ça. C'est de pouvoir informer, expliquer la science qu'il y a derrière. Et c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Ça prend beaucoup de temps, mais ça avance. Preuve en est ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale la semaine dernière. Et on espère que ça ira jusqu'au bout de son chemin parlementaire. Et puis ensuite, il y aura une décision au niveau de l'Union européenne. Il y a Volca qui nous dit: il est vrai que la réglementation qui autorise tout produit à être commercialisé tant que la preuve de dangerosité n'est pas apportée pose question, surtout si les études sont faites par les fabricants eux-mêmes. Et il y a le vélocipédiste, chouette pseudo aussi, ce sera ma dernière question qu'il vous pose, que je relais, qui dit: dans ces réglementations, il y a un gros angle mort sur la responsabilité des pollueurs vis-à-vis des personnes qui ont des cancers à cause de la pollution, notamment dans les zones où l'eau potable a été polluée. Vous n'êtes pas juriste, mais vous avez peut-être une petite idée. Est-ce qu'on pourrait un jour engager la responsabilité donc des industriels s'il y avait des problèmes de santé Il me semble qu'effectivement... de l'ordre sur une population, quoi. Oui, il me semble que l'objectif, c'est que les pollueurs soient les payeurs. Après, le détail de tout ça, comme tu disais, on n'est pas juriste, mais il me semble que, en tout cas, c'est l'objectif et l'idéal.
Il est 18h33, passé de 3 secondes. C'est l'heure du tout petit mot de la fin. Ton mot de la fin, Gaël? J'étais pas préparé à ça, moi. Bah non, Non, c'est la question piège de la C'est fin. la question piège de la fin. Non, ce que juste on véhicule finalement, ce qu'on veut dire, c'est le consensus scientifique. Pardon, waouh, le consensus scientifique, je vais réussir. Est important et écouté. Et il y a vraiment un besoin que la science soit plus écoutée par nos décideurs politiques, parce que c'est un élément clé pour comprendre le monde dans lequel on vit, le monde dans lequel on évolue et comment il va changer. Sophie, le mot de la fin. Et pour compléter ce que tu dis, Gaël, je dirais que le plus important aussi, c'est de collaborer et que le discours scientifique, le consensus scientifique ait une place aussi importante que les autres considérations, et voire plus quand il s'agit de la santé de tout le monde. 18h33, passé de 58 secondes sur Info. Merci Gaël Fortin, merci Sophie Campion. On aura, je pense, l'occasion de reparler d'Epiphases. J'espère que ce sera de nouveau avec vous. En tout cas, si l'exercice vous a plu. Je vous chasse in extenso, Manu Militari, et je vous remets entre les mains de Mathis. Bonne soirée à vous. Revenez quand vous voulez, ce sera avec un identique plaisir. L'air frais des montagnes, les trous dans le gruyère, la mécanique dubitative des coucous. Nous sommes donc en Suisse, dans la Suisse des préjugés. Et voyez la belle transition de la Suisse qui a été jugée, même condamnée pour une action climatique. C'était mardi où la Cour européenne des droits de l'homme, qui fait respecter la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, a donc condamné la Suisse pour son manque d'engagement dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et là, je suis très embêté puisque je dois vous présenter deux Justines. Alors, il me semble que j'ai Justine Guiton-Bouchion à ma gauche. Je ne me suis pas trompé. Et en face de moi, Justine Ripoll. Enchantée. Salut Justine, est-ce qu'on peut se tutoyer ou pas? On peut, tout à fait. Alors, Justine Guiton-Bouchion, toi tu es journaliste chez Reporter, c'est le média de l'écologie. C'est ça. Et d'une très belle rédaction qui produit un très très joli média et qu'à France Info on aime beaucoup. En face de moi, donc Justine Ripoll, toi tu es responsable de campagne à l'ONG Notre Affaire à tous. C'est quoi l'ONG Notre Affaire à tous? C'est une ONG qui vise à accompagner la justice climatique, donc c'est-à-dire essentiellement porter des actions en justice, donc à essayer d'interpeller les tribunaux pour qu'ils jouent un peu leur rôle dans notre démocratie en termes de climat. Mais on va aussi parler aux décideurs pour essayer de faire en sorte que les lois qui soient votées soient en cohérence avec ces combats. Et puis on essaie d'accompagner autour de ça un peu le débat public. Toi, tu as assisté, je crois, alors peut-être que toi aussi d'ailleurs, mais toi, je sais, j'en suis sûr, tu as assisté aux audiences de la CEDH en septembre sur ces affaires. Tu peux raconter peut-être un petit peu comment ça s'est passé? Alors c'est dur de résumer, c'est des procédures très écrites par ailleurs. Si c'est pour avoir un peu un aperçu de à quoi ça ressemble, c'est déjà hyper impressionnant de par le lieu effectivement qui est très beau, qui est très grand. La pièce avec 17 juges qui chacun représente, qui viennent de chacun des États, etc. Il y a quelque chose de très symbolique aussi, même dans la forme. L'autre élément peut-être à partager qui est hyper impressionnant, et même en le sachant, quand on arrive sur place, c'est toujours un peu un déclic, c'est par exemple de rencontrer ces plaignants, les jeunes Portugais qui ont essayé d'attaquer trois États. En fait, ils sont quand même vraiment très très jeunes, ils sont embarqués dans ces combats depuis des années. C'est des procédures très très longues devant la Cour européenne des droits de l'homme. Exactement. C'est pas à l'échelle de l'année, ni du mois, ni de la semaine. Non, parce qu'il faut, en fait, et on pourra en parler quand on va commenter la décision, mais il faut passer devant les cours nationales avant d'aller à la Cour européenne des droits de l'homme. Faut qu'il y ait plus de recours possible. C'est ça. Et du coup, par exemple, les aînés suisses qui ont gagné, elles, leur procès, elles étaient dans un combat juridique en Suisse, puis à la CEDH depuis 2016. Alors justement, peut-être qu'on peut en parler. Tu as évoqué l'association les aînés pour la protection du climat. Donc c'est 2500 femmes. Alors j'ai lu de plus de 64 ans, d'environ 73 ans. Bon, c'est des femmes plutôt âgées, on va dire. Et pardon à nos amis de plus de 60 ans qui le regardent. Qu'est-ce que c'est que ce collectif? Comment elles ont monté ce truc? Alors, je crois que c'était un collectif, je ne connais pas l'histoire parfaitement, mais pour en avoir discuté un peu avec elle, c'est un collectif qui voulait finalement associer une autre génération à ce combat, puisqu'on parlait beaucoup dans les combats climatiques des jeunes, mais je crois que c'était vraiment très important pour elle de faire partie de ce combat, de soutenir les jeunes, leurs petits-enfants. Et puis elle savait aussi que les jeunes, pour démontrer que la crise climatique les impactait, il y avait un côté un peu
jouer les voyantes. Finalement, c'est les droits des générations futures qui seront impactés, etc. Alors que pour elles, c'était déjà très très concret. Et elles avaient envie de faire valoir ça, c'est-à-dire le fait de ne plus avoir accès à l'espace public dès qu'il y a une vague de chaleur. Et elles sont assez fières. C'est pour ça que quand vous dites, pour les auditeurs depuis 65, elles sont assez fières de ça. Un de leurs slogans qui était assez drôle, c'est « Les experts de bouffées de chaleur sont là ». Donc en fait, c'est quelque chose qu'elles revendiquent. Tu les as rencontrés aussi, je crois. Hein. Oui, je les ai rencontrés en Suisse tu les cites dans l'été ton dernier. excellent papier à lire donc sur Reporter. Merci. Je les ai rencontrés en Suisse l'été dernier. Il faisait encore très chaud d'ailleurs ce jour-là justement. Et effectivement, elles sont très fières de leur âge. Elles s'en cachent pas du tout. Elles disent que l'entrée en fait pour adhérer à l'association, il faut avoir plus de 64 ans, mais la moyenne actuellement c'est autour de 73 ans. Et elles sont en fait, il y a un peu deux axes. Le premier, c'est que elles se disent, on voit bien que maintenant il y a des statistiques qui montrent quand il y a des vagues de chaleur, par exemple, les personnes les plus touchées sont d'abord les personnes âgées. Et ensuite, quand on regarde au sein des personnes âgées, c'est souvent les femmes. Donc elles se reconnaissaient. Il y en avait certaines parmi celles que j'ai rencontrées qui me disaient, en fait, vraiment cash. Mais moi, en fait, j'ai l'impression, je crois qu'elles utilisaient l'expression de confinement climatique parce qu'elles étaient obligées de rester chez elles, de fermer les volets et de ne pas pouvoir sortir pendant 1, 2, 3, 4, 5 jours. Et donc déjà, ça les touchait elles. Mais si elles ont décidé de faire cette association et de porter ce combat juridique, c'était pas pour elles. Elles le disaient, c'était pour les générations futures, pour si elles en ont des enfants, des petits-enfants, mais plus globalement pour les jeunes Suisses et les jeunes citoyens du monde entier. Et de se dire, moi, je serai plus là dans quelques années, mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est ce qui va se passer dans les prochaines décennies. Et donc, c'est comme ça que ça s'est monté. Et elles sont beaucoup aujourd'hui. Et elles me disaient qu'elles avaient aussi l'impression de se sentir utiles. Que souvent, les personnes âgées, et d'autant plus les femmes, on les voit un peu moins dans l'espace public, à la radio, à la télé. Et que là, elles avaient l'impression de servir à quelque chose et quelque chose qui allait avoir un impact. Et c'est ce qui est en train de se passer, effectivement. Il y a plein de gens qui nous ont rejoints. Salut Kesta, salut sur ça la carte, salut Insatisfait. Pardon si je vous ai déjà salué d'ailleurs. Il y a Insatisfait qui nous dit quoi, pardon, qui nous dit oui, et ça va, et c'est une habile transition pour la question que je voulais poser immédiatement, qui dit encore une condamnation fictive d'un tribunal imaginaire. Ce n'est pas une condamnation fictive, et ce tribunal n'est certainement pas imaginaire, et ça va produire des effets. Et peut-être que c'est le moment de commenter cette décision, de l'expliquer. Il y a quoi dans cette décision, notamment pour la Suisse, mais aussi peut-être aussi pour le Portugal et la France, qui, eux, ne sont pas condamnés. Et là c'est super, je dis Justine, et donc décidé. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait donc plusieurs affaires qui étaient portées devant la Cour européenne des droits de l'homme. Il y avait ce dossier de ces aînés suisses pour le climat, et il y avait aussi, comme le mentionnait Justine, un dossier sur des jeunes Portugais qui attaquaient là cette fois 32 États. Et en France aussi, on était concernés puisque l'ancien maire de Grande-Synthe, Damien Carême, avait porté cette affaire. Grande-Synthe, c'est à côté de Dunkerque, dans le nord, là-haut dans le nord. Oui. Et en fait, c'est vrai que quand on regarde les projections, Grande-Synthe pourrait, si ce n'est disparaître, au moins être submergée dans les prochaines décennies à cause des effets du changement climatique. Et donc lui, en tant que personne et en tant que maire à l'époque de Grande-Synthe, avait porté plainte devant les tribunaux français et ensuite devant la Cour européenne des droits de l'homme. Là, ce qui s'est passé, c'est que la Cour européenne des droits de l'homme a déclaré irrecevables les dossiers des Portugais et de Damien Carême pour la France, mais a condamné la Suisse pour inaction climatique. En fait, mais j'espère que je dirai pas de bêtises parce que c'est Justine la juriste, c'est pas moi. Ce qui s'est passé, c'est que la Cour estime que la Suisse ne s'est pas dotée de suffisamment d'éléments pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les prochaines années. Et elle fait un lien, la Cour, entre les effets du changement climatique et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui est un article
qui garantit un droit, je crois que c'est respect à la vie privée et vie familiale. Et donc, c'est la première fois, en fait, qu'une cour internationale, cette fois, et pas des tribunaux dans certains pays distincts, une cour internationale reconnaît d'une part qu'il y a des effets, en fait, sur la vie privée des gens, sur la vie familiale des gens à cause du changement climatique, ça d'une part, et d'autre part, que c'est l'État qui est responsable, que l'État doit protéger ses citoyens, et que là, c'est sur le cas de la Suisse, l'État ne l'a pas suffisamment fait, n'a pas suffisamment mis en place de lois, de cadres, et donc il doit améliorer ça pour protéger ses citoyens. L'avis de la juriste, peut-être ? Alors j'adore, je suis pas juriste, mais je suis notre affaire à tous licence 3, donc on va dire que ça compte. Et puis je me suis beaucoup formée à tout ça. C'est vrai, c'est quasiment juriste. Non, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Et en fait, il y a plein de choses intéressantes à commencer là-dedans. Peut-être déjà pour réagir à la question au départ, c'est pas une décision fictive dans un tribunal fictif. Et il y a peut-être un élément qui, pour moi, montre ça, c'est en fait, si ça n'avait pas d'impact, si ça faisait pas peur aux États, pourquoi est-ce que la plupart des partis suisses de droite se sont mis à dire mais attendez, la CEDH est allée beaucoup trop loin, la Cour européenne des droits de l'homme, pardon, est allée beaucoup trop loin et il faut que la Suisse se retire justement du Conseil de l'Europe. Donc c'est bien qu'en fait, il y a quand même une pression politique qui est forte. Ce qui est intéressant aussi dans la décision, c'est tout ce qu'elle permet aussi de préciser, qui va permettre en fait aux contentieux, à toutes les actions en justice au niveau national. Et mettre des critères. C'est ça, il y a des critères, à la fois un rappel à l'ordre sur la science, c'est-à-dire que respecter avoir des engagements climatiques qui respectent l'accord de Paris, c'est avoir des engagements qui visent le 1,5 degré de réchauffement. Et c'est pas anodin, parce qu'il y en a certains qui vont commencer à dire bon, finalement, 3, 4, c'est pas si grave. Deuxièmement, c'est que ça doit être chiffré, donc il doit y avoir des objectifs vraiment précis, chiffrés, et qu'on peut évaluer et suivre. En France, ça peut paraître être un débat qui est un peu daté, puisque nous, en fait, on en a. Mais pour plein d'autres pays, en fait, c'est pas anodin. Et puis souvent, ce qu'on dit, c'est la France peut pas faire toute seule. Pourquoi vous attaquez pas d'autres pays ? Bon, bah là, c'est fait. C'est les 49 pays du Conseil de l'Europe qui sont concernés par cette décision, qui met vraiment des critères. Et puis, comme c'est la Cour européenne des droits de l'homme et la grande chambre de la Cour européenne des droits de l'homme, bah en fait, cette décision déjà, elle est finale. Il n'y a pas de possibilité d'appel. Et puis, elle va s'appliquer vraiment à toutes les instances juridiques, les tribunaux, partout dans ces pays-là. Donc ça aura forcément un peu un impact. Et puis dernier élément que ça précise, et c'est vraiment pas des moindres, ça peut paraître un peu bête vu de l'extérieur, mais faire ce lien entre inaction climatique et violation des droits humains, en fait, c'est pas du tout un débat qui est réglé devant plein de tribunaux. Et notamment les aînés suisses, elles s'étaient fait débouter dans leur pays parce que les tribunaux ne voyaient pas le rapport entre changement climatique et impact sur les droits humains. Donc ce problème, on va dire qu'il est réglé. Et ça ouvre pour moi effectivement un peu un tournant en termes de justice climatique. Qu'est-ce qui va se passer concrètement pour la Suisse ? Alors, c'est une condamnation de principe, il y aura une amende ? Alors, déjà, la Suisse doit payer les frais de justice de l'association et des aînés suisses. Donc, c'est des sommes qui sont assez conséquentes puisqu'on parle de frais depuis 2016, donc c'est 80 000 €. Bon, ce qui n'est pas vraiment dissuasif pour un État. Ce qui est, de toute façon, le but n'est pas que ça soit dissuasif et de rendre le combat de ces personnes-là un peu moins coûteux sur le long terme. C'est le rendre accessible pour d'autres combats et dire que exactement. Quand vous gagnez, on vous rembourse les frais. C'est pas une punition, parce que c'est pas le but de la CEDH avec ce type de décision. J'ai oublié la question du coup à force. Non, qu'est-ce qui va se passer pour le fait que la Suisse soit condamnée qu'est-ce que ça va provoquer, ça implique et ça induit quoi ? Très rapidement, après je te passe pour compléter. Il y a Oupoup salut Oupoup, c'est rigolo ton pseudo Oupoup, qui nous dit ça fait une jurisprudence. Alors oui, ça va faire une jurisprudence, certainement, ça sera la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est une décision qui est opposable en droit interne, je crois. Il peut pas y avoir d'appel. C'est comme ça. La décision est comme ça, et donc du coup, ce qui fait que la Suisse, pour répondre à ta question, va devoir se doter en fait de moyens spécifiques pour dire, ok, comment est-ce que je vais faire pour réduire mes émissions de gaz à effet de serre, que ce soit dans l'accord de Paris, que ça puisse être suivi aussi. Donc concrètement, les politiques vont devoir expliquer comment ils doivent faire pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et voir comment est-ce que ça peut être suivi aussi pour que on se dise pas là aujourd'hui en 2024 on va faire ci, ça et qu'en fait en 2035 il y a personne qui a vérifié et dire en fait ça a jamais été appliqué ou en fait ça fonctionne pas. Donc concrètement là les premiers
les prochaines étapes pour la Suisse, ça va déjà être ça. Et c'est aussi pour ça que les politiques conservateurs suisses paniquent, en fait. Ouais, et je crois qu'il y a aussi une procédure d'exécution, c'est-à-dire une fois que la décision a été rendue, si la Suisse ne fait pas ce qu'on lui a demandé, il y a une procédure d'exécution qui est au sein du Conseil de l'Europe. Donc ça ressemble, de ce que je comprends aujourd'hui, un peu plus par une revue par les pairs, donc par d'autres États qui clairement étaient plus dans le camp de la Suisse. Mais voilà, il va y avoir quand même une suite à tout ça et on va pouvoir les Suisses devant les tribunaux suisses ou à cette instance-là, aller suivre un peu ce qui se passe. Mais clairement, ça va faire exploser et avancer beaucoup plus rapidement en fait tous les dossiers pour inaction climatique contre des États. Pignoufou qui nous dit les décisions de la CEDH ne s'imposent pas. Ce sont des déclarations, pas des mesures exécutoires. C'est vrai. Oui et non, dans le sens où, en fait, il y a quand même la hiérarchie des normes, donc c'est vraiment quelque chose qui s'impose. Après, en fait, on peut faire la même critique. C'est-à-dire que dans la manière dont on fera la loi, peut-être, je crois que pour répondre à Pignoufou, c'est ça. Et peut-être que Pignoufou, tu es encore plus juriste que nous. Il se trouve que je suis juriste aussi, de formation. Et tu parles de pyramide des normes. Tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est, mais la norme supérieure, en fait, va obliger la norme inférieure à respecter la norme supérieure. Donc, dans la norme supérieure, il y a la Convention européenne des droits de l'homme. Et il y a en dessous la loi et en dessous le décret, donc là ça veut dire qu'on va devoir vraiment respecter, je grossis un petit peu le trait mais c'est un peu ça. Il y avait une question qui était intéressante qui disait, oui c'est une question de Kesta, salut Kesta, qui dit mais pourtant la Suisse c'est une petite joueuse en matière de pollution agrochimique. Alors en pollution agrochimique je ne sais pas, il s'avère que la Suisse est un pays qui, parce qu'on pense à l'air frais des montagnes etc, la Suisse est un pays qui pollue pas mal en fait. Oui, j'ai pas les chiffres effectivement de la Suisse. J'ai plus l'habitude de suivre la France, mais effectivement, même si on peut penser aux beaux paysages de la Suisse, elle pollue comme tous les autres États. Et puis il faut toujours voir comment est-ce que c'est calculé, parce que en France, il y a toujours les débats de se dire, on pollue peu par rapport aux autres pays. Mais en fait, quand on regarde le calcul en intégrant nos émissions importées, c'est-à-dire les émissions que nous on produit par un téléphone qu'on a, mais qui a été fait ailleurs et qui n'est pas compté normalement dans nos émissions nationales, mais en fait, c'est une émission importée, et ben là, ça s'accumule. Donc, la Suisse a aussi ce problème-là. C'est vrai que je n'ai pas les chiffres, mais globalement, en fait, ce qui était reproché à la Suisse par la Cour européenne des droits de l'homme, c'était surtout de ne se doter de rien du tout. Donc il n'y avait aucune loi qui permettait d'encadrer ces émissions. Quand bien même elles ne seraient pas si hautes que ça, il n'y avait rien qui a été mis en place et les premières lois devaient entrer en vigueur à partir de 2025. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que la Cour européenne des droits de l'homme dit dans son arrêt qui est très très long, parmi les choses intéressantes, tout est intéressant, mais parmi ces détails qui n'en sont pas, la Cour dit il y a urgence en fait. Donc on ne peut pas se dire oui, il y a une loi climat qui va entrer en vigueur à partir de 2025. Ça, c'est plus entendable. Et donc le changement climatique est aussi reconnu comme une urgence. Et donc il faut mettre en place dès maintenant des politiques pour encadrer ces émissions. Et aujourd'hui, ce n'était pas du tout le cas en Suisse. Et peut-être ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est pas tombé sur la Suisse parce que la Suisse est le pire pays qui pouvait être attaqué. Damien Carême, comme les jeunes Portugais, ont été déboutés pour des questions de procédure qui ont été soulevées dans le cas des Suisses. C'est-à-dire que, par exemple, Damien Carême a été rejeté parce que ce qu'il demandait, c'était que finalement son intérêt à agir en tant que maire soit reconnu. Donc, ce que ça veut dire, c'est que lui, ses droits à lui en tant que maire avaient été impactés. Et la Cour a répondu que il était plus maire de Grande-Synthe et puis qu'il vivait plus en France. Donc, en fait, il pouvait plus avoir ce qu'on appelle le statut de victime. Et pour les jeunes Portugais, ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'ont pas obtenu ce statut de victime, pas parce qu'ils n'étaient pas assez impactés, mais parce que, pour une autre question de procédure, ils n'étaient pas d'abord allés notamment devant les tribunaux portugais. C'est intéressant, c'est que dans le cas des aînés suisses, il y avait à la fois une association qui les représentait et puis des plaignantes qui disaient « moi, je suis une victime individuelle » et puis qui détaillaient un peu toute leur vie pour montrer les impacts sur leur vie. Et pour finalement placer un peu cet accès au statut de victime de manière très très haute pour pas se retrouver avec trop de dossiers, et finalement, ils ont refusé le statut de victime à ces plaignantes individuelles et c'est l'association qui les représente qui a été jugée recevable et donc le dossier a été examiné et donc il a gagné.
Pignoufou dans le chat dit politiquement le problème c'est qu'avec de telles règles, on se met des bâtons dans les roues économiquement alors qu'on est loin d'être les plus problématiques. Bon, première idée dont on peut parler et qui ajoute l'idéal ce serait d'avoir des décisions d'organisation qui sont davantage mondiales. Bon, c'est toujours l'argument, c'est de dire il faudrait aller au niveau international et puis quand les gens vont en Europe, il faudrait aller au niveau mondial. C'est un peu une manière de repousser le problème. Aussi parce que en fait, aucune cour, même mondiale, ne pourra régler la question. Et même la décision la plus ambitieuse déjà en fait réglerait pas le problème. Il faudrait aller utiliser cette décision pour continuer à mettre la pression. Et puis surtout, pourquoi spécifiquement aucune cour ne pourra résoudre le problème à elle seule en tout cas, c'est aussi parce que les cours, elles ont leur mandat, elles ont leur pouvoir, des gens qui peuvent leur retirer leur pouvoir. Ce sont les États qui sont souverains. Pour la Cour européenne des droits de l'homme, exactement. C'est pour ça qu'on parle d'une décision qui est équilibrée, d'autres qui disent une décision qui a été assez attendue. C'est que justement, la Cour européenne des droits de l'homme, elle va aussi loin qu'elle peut, mais si elle va beaucoup plus loin, en fait, c'est la réaction de certains partis suisses de dire on va vous retirer les pouvoirs d'agir tout court. Et c'est un peu ce qu'on voit aussi en France quand il y a des actions en justice, c'est que les tribunaux sont toujours un peu dans un entre-deux, donc toujours un peu en dessous de ce que nous on aimerait ou ce que l'urgence demande, parce que justement ils ont très peur de ces arguments des politiques qui disent pas de gouvernement des juges, parce que finalement sinon ils retiraient aussi leur rôle, leur pouvoir aux tribunaux, donc ils sont un peu dans un entre-deux. Et il faut que les citoyens soutiennent justement les tribunaux et ce genre de décision parce que c'est comme ça, c'est aussi par là qu'on peut récupérer un peu de pouvoir. Justine ? Oui, c'est vraiment un argument qui est donné un peu systématiquement et c'est un petit peu ce que je commençais à expliquer tout à l'heure, c'est que effectivement la France a un certain nombre d'émissions et en fait c'est ce dont je parlais avec les émissions importées. En fait, on est tous responsables parce qu'il ne faut pas compter uniquement les émissions que nous, on émet sur notre territoire, mais aussi avec tout ce qu'on consomme, ça implique de produire ailleurs et donc de polluer ailleurs. Et il faut aussi se souvenir que la France a une responsabilité historique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, peut-être qu'on n'est pas les pays qui polluent le plus comparé, par exemple, à la Chine ou l'Inde, parce qu'encore une fois, on fait produire tout ce qu'on consomme en Chine ou en Inde, mais historiquement, on a beaucoup plus pollué et donc on a une responsabilité à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et globalement, effectivement, il est vrai que tout le monde doit le faire, ça c'est sûr. Mais quand les aînés suisses pour le climat vont devant la Cour européenne des droits de l'homme, c'est pas pour dire nous on veut que seulement notre pays réduise ses émissions et ça veut pas dire non plus nous on pense que notre pays est celui qui pollue le plus. Ça veut dire qu'elles utilisent les moyens qui sont à leur disposition en tant que citoyennes suisses. Elles pourraient pas porter plainte de la même façon contre un autre pays plus émetteur. Elles utilisent les moyens qu'on leur donne. Et ensuite, l'enjeu, c'est effectivement que ça se décline à d'autres pays parce que ça va peut-être devenir... parce que si un pays prend l'exemple, donne l'exemple, peut-être que les autres vont suivre. Peut-être que ça va inciter aussi les États à se dire il y a de plus en plus de contentieux, d'actions en justice, il faut peut-être qu'on fasse quelque chose. Il est vrai, ça c'est sûr, je suis d'accord avec, j'ai oublié son pseudo, qu'il faut que tout le monde, tous les États le fassent. Avec Pignoufou. Avec Pignoufou. C'est vrai, Pignoufou, il faut que tout le monde le fasse. Mais la France et la Suisse, il ne faut pas regarder juste en termes de chiffres d'émissions, il faut que tout le monde s'y mette, quoi. Et peut-être sur la responsabilité historique et un petit plaidoyer aussi pour le cas Duarte Agostinho, donc le cas des jeunes Portugais, c'est que c'était quand même un dossier déjà qui a participé... tu peux peut-être expliquer un peu qui sont ces jeunes, c'est une jolie histoire. Ouais, c'est deux fratries. Ils sont 6 au total si je ne me trompe pas, 2 fratries qui vivent dans 2 espaces différents du Portugal qui du coup sont impactés par des choses différentes. Certains c'était plus la sécheresse, donc les feux de forêt avec toutes les maladies respiratoires que ça a pu leur engendrer au-delà de les priver d'école à des moments, et d'autres ça va être justement plus près de Lisbonne et donc c'est près de la mer et donc soumis aux tempêtes, etc. Et donc ils font valoir avec leurs avocats dans 800 pages tout un tas d'arguments à la fois pour expliquer leur situation, ce qui était super intéressant, mais surtout poser des questions
qui étaient d'une complexité et d'une avant-gardisme qui, clairement, il ne faut pas l'oublier parce qu'ils ont été déboutés. Déjà, de un, ils ont participé à la victoire des aînés suisses, c'est certain, avec 800 pages d'arguments très, très complets. Et puis surtout, ils posaient des très bonnes questions qu'on va retrouver dans d'autres contentieux au niveau national ou international. Ça veut dire quoi pour un État, justement, qui a une responsabilité historique, qui a aujourd'hui les moyens d'agir plus que d'autres, d'agir? Et il posait des questions, c'est-à-dire, il disait, est-ce que c'est seulement les émissions nationales ou est-ce que justement, il faut regarder le coût des émissions de nos importations? Est-ce qu'il faut aller regarder aussi si les États n'ont pas une obligation de réguler leurs multinationales qui œuvrent finalement et qui émettent partout dans le monde, mais qu'on peut quand même aller rattraper. Et puis, à la fin, c'est cette partie, on va dire, une part des efforts plus importante, donc réduire nos émissions plus rapidement que d'autres et participer à l'effort, notamment financièrement, des réductions d'émissions dans d'autres pays. Dernière question, c'est encore Pinoufou qui la pose. Pinoufou qui est très prolixe ce soir. Merci pour ta question, Pinoufou. Quels États peuvent subir ce même genre de décision en dehors de l'Union européenne? J'ai l'impression qu'on est un peu les seuls à se mettre ce genre de pression. Il n'y a qu'en Europe où il y a des choses contraignantes comme ça? Des procès au sujet du climat, il y en a dans énormément de pays. Et je regardais justement cet après-midi des archives de reporters. Et aux États-Unis, en fait, il y en a. Et comme c'est particulier ce pays, puisque c'est par État, en fait, souvent les jeunes, parce que là, en l'occurrence, c'était des jeunes, dès 2015, portaient plainte contre leur État parce qu'ils ne réduisaient pas suffisamment les émissions de gaz à effet de serre. Je pense qu'il y a dans d'autres pays aussi des contentieux. Ouais, aux États-Unis, il y en a énormément, beaucoup plus même qu'en Europe. Il y en a à peu près partout en Europe. Et s'il n'y en a pas encore, je peux vous assurer qu'il y en aura dans les années qui vont suivre, surtout avec cette décision de la CEDH. Il y en a dans beaucoup de pays occidentaux, Australie, Corée du Sud, etc. Il y en a aussi beaucoup en Amérique du Sud, mais qui vont aussi beaucoup viser les entreprises. Donc c'est un pendant qui est important. Et puis sur ce niveau international, c'est pas du tout fini. Il va y avoir plusieurs actualités dans les mois prochains, puisque la Cour interaméricaine Amérique du Sud des droits humains en fait va à les mêmes questions qui lui sont posées, et de mémoire le tribunal international des droits de la mer aussi. Donc en fait c'est pareil, c'est d'autres tribunaux internationaux à qui on a posé les mêmes questions, et on espère on aura les mêmes réponses ou des plus ambitieuses. Et même en France, d'ailleurs, c'est pas fini, puisque même si là, la Cour européenne des droits de l'homme a débouté la demande de Damien Carême sur l'affaire Grande-Synthe, l'affaire Grande-Synthe court toujours, puisque c'était le Conseil d'État qui avait demandé, qui avait reconnu en fait que l'État français ne faisait pas suffisamment d'efforts pour réduire ses émissions, et donc lui a donné jusqu'à la fin de l'année 2024 pour prendre toutes les mesures utiles pour réparer ce préjudice-là. Et donc, nous sommes en avril 2024, donc on verra ce que ça donne ensuite. Donc, au niveau européen, ça ne l'a pas fait, mais au niveau français, ça continue. Ouais, c'est la deuxième fois que le Conseil d'État condamne l'État. Et c'est intéressant parce que le Conseil d'État fait un truc qui est un peu innovant en France. Je ne sais pas si ça existe beaucoup dans d'autres pays, mais en tout cas, ça étonne beaucoup les juristes. C'est qu'il a décidé d'opérer un contrôle prospectif. Il s'auto-saisit, donc en fait quasiment tous les ans, il va aller lui demander à l'État des comptes, et puis il regarde vers l'avenir. Il essaye d'évaluer aujourd'hui, avec l'aide de l'État bien sûr, et avec l'aide des associations ou de la commune de Grande-Synthe, de voir si les mesures qu'on a prises aujourd'hui, elles peuvent nous amener à 2030 et donc protéger les citoyens. Et aujourd'hui, la réponse est non. Et donc rendez-vous effectivement en juin 2024 pour aller continuer à argumenter ça, avec la décision de la CEDH en poche aussi. La culture de justice, c'est plutôt d'évaluer le préjudice et de le réparer, effectivement, plutôt que de l'anticiper. Il est 19h01, passé de 15-16 secondes sur Info. C'est l'heure du mot de la fin, cher au pluriel Justine. Le mot de la fin, Justine. Soutenez et lisez Reporter. On est un média en ligne. Vous êtes un très chouette média en ligne. Merci. Qui est accessible à tous et en accès libre. On est sans actionnaire, sans publicité, et tous les jours, on publie plus de 5 articles sur l'actualité de l'écologie sous toutes ses formes. Vous êtes une rédaction amie, c'est toujours un plaisir de vous lire. Justine, le mot de la fin.
S'il y a des gens que ça intéresse d'en savoir un peu plus sur la décision de la CEDH, nous, on va organiser un webinaire la semaine prochaine pour aller un peu plus en détail. Et puis, on essaie de collecter au fur et à mesure sur notre site le maximum d'infos et d'analyses. Et puis sinon, allez voter en juin. Comme ça, on aura aussi moins de boulot et moins besoin d'aller devant les tribunaux si nos gouvernants agissent. Message entendu et reçu. Merci Justine et Justine. Merci beaucoup. Je vous chasse de manière très inélégante. Je vous remets entre les mains de Mathis pour accueillir nos 3 autres invités pour une autre belle heure de stream. Nous filons au Rwanda pour un voyage dans le temps, l'espace et la mémoire, puisque le Rwanda commémorait le week-end dernier le 30e macabre anniversaire du début du génocide contre les Tutsis. C'était entre avril et juillet 1994. À l'époque, près d'1 million de personnes, principalement issues de la communauté Tutsi, avaient été massacrées à l'appel d'un pouvoir alors tenu par les notables de la communauté Hutu. Bonsoir, Lénie Mouyakazi. Bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes une rescapée du génocide des Tutsis au Rwanda. Vous étiez à Kigali avec vos enfants à cette période. Vous êtes ensuite partie les cacher chez votre sœur en province rwandaise en pensant les protéger. Tous les membres de votre famille ont été assassinés. Vous êtes la seule rescapée. Oui. Merci madame d'être là avec nous ce soir. À vos côtés, donc vous n'êtes pas Timothée, vous êtes plutôt Juliette. Juliette Bourg, bonsoir Juliette. Bonsoir. Vous êtes doctorante à l'EHESS, doctorante en histoire contemporaine à l'EHESS, pardon. Vous êtes spécialiste du rôle joué par les femmes politiques rwandaises dans le génocide. C'est à peu près ça, vous expliquerez après peut-être plus en détail. Et à vos côtés, Timothée Brunet-Lefebvre. Bienvenue. Timothée, vous avez un micro. Ah oui, alors vous avez chacun un micro. Il faut bien lui parler bien devant. Ils sont très directifs. Et je vous reçois en t-shirt et j'en suis navré. J'avais un pull. Il fait une chaleur tropicale dans le studio et vous allez peut-être avoir très chaud. Et pardon au nom de France Info. Timothée, et Timothée, vous, votre thèse, parce que vous êtes doctorant en études politiques à l'EHESS, chercheur associé au CESPRA, et votre thèse porte sur la justice française à l'épreuve du génocide des Tutsis rwandais. Est-ce que j'ai tout bon ? Oui, alors doctorant, j'étais doctorant, maintenant je suis docteur. Ah, vous êtes mais ça fait docteur, quelques pardon. mois, donc c'est un détail. Peut-être qu'on pourrait commencer par un bref rappel historique, peut-être un encadré. Le génocide des Tutsis, c'est quoi, c'est quand et c'est pourquoi ? Et là, je lance cette patate chaude à qui veut, pour ceux qui nous rejoignent et qui peut-être sont peut-être plus jeunes et qui n'ont peut-être pas entendu parler du génocide rwandais. Ouais. Bon, je pense. Oui, bonjour. Le génocide contre les Tutsis et pas génocide rwandais, parce que Oui, génocide pardon, rwandais, effectivement. c'est un terme qui est utilisé aujourd'hui beaucoup par les négationnistes, justement pour pas nommer les victimes. Et le génocide des Tutsis, ça a été pendant 3 mois, d'avril à juillet 1994, l'extermination d'1 million de personnes parce qu'elles étaient nées Tutsis. Et c'est une histoire qu'en tant qu'historien, et pour les personnes qui l'ont vécu, qu'on essaye de comprendre sur le temps long. C'est pas un événement qui a surgi de nulle part en avril 94. C'est le résultat de politiques de discrimination envers les Tutsis, de persécution et d'un contexte de guerre à partir de 1990 qui a intensifié ces persécutions contre les Tutsis. Lénie, 30 ans plus tard, est-ce que le temps a pensé une partie de vos plaies Qu'est-ce qu'il reste à faire ? Est-ce qu'on peut pardonner ? Je ne sais pas si c'est pardonné, mais je n'ai pas de souci avec les bourreaux. Je sais qu'ils ont tué les miens, mais moi j'attends la justice, c'est tout simplement. Mais pardonner, on pardonne à quelqu'un qui a demandé pardon. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire là actuellement ? Que vous attendez par exemple quelque chose de la France ? La justice, c'est parce qu'on a pas mal de bourreaux dans ce pays. C'est tout ce qu'on attend en tant que rescapé. Juliette Bourg, votre thèse porte sur le rôle des femmes politiques rwandaises dans le génocide. Vous n'êtes pas encore docteur, hein, vous êtes à un stade avancé de vos recherches. Et vos recherches vous ont mené où ? Donc moi, je travaille justement sur des génocidaires, donc sur les bourreaux, comme on peut dire aussi. Donc des femmes qui ont organisé le génocide, qui ont mis en place son exécution et qui ont toutes été condamnées. Donc moi, je suis les parcours de 15 femmes qui ont toutes été condamnées, une par la justice pénale internationale, les autres par la justice rwandaise et notamment les tribunaux Gacaca. Là où ça m'a menée, c'est que étudiant des femmes politiques, il ne faut pas prendre ces participations féminines au génocide comme dénuées de politique, tout simplement. Elles se sont comportées en fait comme les hommes de même statut. C'était des femmes qui avaient des ressources très importantes, une influence,
et qui étaient des idéologues qui se sont lancés corps et âme dans l'extrémisme hutu jusqu'au bout, donc en s'engageant dans le génocide contre les Tutsis. Vos recherches à vous. Oui. Alors, dans mon cas, moi, après la question de la justice des années plus tard, eh bien, en fait, c'était un peu le sujet du travail que je menais lors de ma thèse, qui consistait à interroger en fait des procédures judiciaires assez inédites, assez spécifiques. Il faut le rappeler, un génocide Tutsi au Rwanda est caractérisé par cette massivité de participation qui était aussi politique, en même temps populaire, avec des centaines de milliers de personnes qui ont pris part au massacre de différentes manières, et que, évidemment, eh bien, pour le Rwanda, le défi de juger ce nombre de personnes immenses a été immédiat et a été une véritable gageure judiciaire. Il y a eu ces procès, notamment Gacaca, qui ont eu au Rwanda. Il y a aussi en même temps les efforts de la justice pénale internationale au sein du TPIR, dont on a aussi parlé. Et enfin, moi, je me suis attardé sur une forme de justice encore différente, plus récente, qui est celle de procès qui ont lieu en France. À l'heure actuelle, je me suis focalisé sur des procès qui ont lieu entre 2016 et 2018, mais sur des procédures qu'on dit d'être des procédures de compétence universelle, parce que la compétence universelle, pour vos spectateurs, est une sorte de mesure juridique qui permet à une juridiction nationale, notamment à la France dans le cas précis, de juger des étrangers pour des faits commis à l'étranger contre des étrangers, et dans un pays donc qui n'est pas la France, quand on parle de crimes aussi graves et qui sont encadrés par des conventions internationales. Ça donne lieu à des scènes de procès très particulières, parce que des années après les faits, et très loin d'eux, très loin des lieux où ont eu lieu les crimes, très loin des lieux où on témoigne le plus souvent de ces crimes, eh bien des cours d'assises françaises ont dû essayer de reconstituer la logique du génocide pour essayer de juger effectivement des Rwandais qui se trouvent sur le territoire français. Et il y a effectivement plusieurs dizaines, peut-être même des centaines d'individus qui sont suspectés d'avoir participé au génocide, qui se trouvent aujourd'hui encore en France et qui sont malgré tout de plus en plus inquiétés par la justice. Madame, vous retournez peut-être parfois au Rwanda. Oui. Comment la société la société rwandaise, pardonnez-moi, elle s'est reconstituée comment? Au Rwanda, c'est la réconciliation. Ils ont essayé de juger certaines personnes. Avec les Gachacha aussi, il y en a qui sont en prison, il y en a qui ont été libérés. Mais au Rwanda, ça va. Entre les deux ethnies, les anciennes deux ethnies, aujourd'hui ça va. Les gens cohabitent, ils sont ensemble, ils travaillent ensemble. Je trouve que ça donne espoir. Il y a une génération quasiment qui est passée, voire deux demi-générations. Qu'est-ce qu'on raconte aux enfants? C'est ce qu'on est en train de voir même au pays, même ici dans les associations, dans toutes les personnes qui sont impliquées dans la transmission, pour pouvoir parler aux enfants, parce qu'il y en a du côté des rescapés, c'est très dur de raconter ça. C'est tout un processus, c'est quelque chose qu'il faut vraiment aller avec. Je dis que c'est individuel. Puisque les parents, moi j'en connais, je rencontre beaucoup de parents des rescapés, mais qui n'osent pas parler à leurs enfants. Mais là, avec les commémorations qu'on fait, on essaye d'impliquer les enfants, on essaye d'impliquer les jeunes générations. C'est important de commémorer, Oui. c'est important d'entretenir ce souvenir, entre guillemets, si je puis dire, de le marquer dans l'histoire. Oui, c'est important. Parce que même les gens qui sont morts naturellement, les gens se souviennent d'eux, de leurs. Mais alors, imaginez les gens qui ont été massacrés d'une façon inhumaine. C'est important que ça ne soit pas, que leur nom, que leur famille et que les nôtres ne soient pas effacés comme ça. C'est pourquoi on perpétue la mémoire. Et c'est l'histoire aussi d'un massacre qui a ça de particulier, que c'était au sein même d'une population. Ce qui est très compliqué peut-être à raconter aux générations futures. C'est-à-dire que c'est mon frère qui m'a massacré. Oui, mais là, c'est précis. Les gens qui ont
qui ont tué, c'est pas des frères et sœurs, c'est des gens qui avaient été entraînés pour faire ça. C'était purement politique. Ils ont été entraînés, le génocide a été planifié depuis quelques On années. va y revenir après, oui. Ouais. Il y a une question dans le chat, on demande qu'est-ce que c'est que les gachacha des tribunaux coutumiers. Il y a un internaute qui demande, qui veut répondre? Alors oui, les gachacha, effectivement, ce sont en fait, on peut parler parfois de tribunaux coutumiers, c'est plus compliqué que ça en réalité. C'est que pour bien comprendre, donc, comme on l'expliquait tout à l'heure, participation massive au génocide et donc un très grand nombre de détenus et de personnes suspectées d'avoir participé au génocide au lendemain de 1994. Le système de justice ordinaire rwandais n'était pas en mesure de traiter toutes ces affaires, du moins à un rythme suffisant. Après 10 ans de travail, même avec un renfort de moyens législatifs, mais aussi bien sûr humains, eh bien, le Rwanda, les autorités rwandaises se sont rendues compte qu'il aurait fallu encore des centaines, voire des milliers d'années pour s'occuper de l'intégralité de ces affaires. Les gachacha sont en fait des tribunaux à participation citoyenne qui ont été créés au début des années 2000, entre 2001 et 2004 pour être précis, et qui en fait à partir de 12 000 juridictions qui se sont installées au plus près des collines rwandaises, donc au plus près des communautés locales du pays, avec des magistrats citoyens qui étaient élus et choisis parmi la population, eh bien, ces instances de justice avaient pour but de juger au niveau local, donc, les participants au génocide, et donc dans un cadre qui en fait était extrêmement frappant, parce que si le génocide était un génocide de voisins, ou du moins qui allait au plus près de la sphère intime, eh bien là, il y avait une forme de justice qui répondait aussi à cette dynamique. On était au plus près des lieux où avaient été commis les crimes. On était au plus près des communautés locales où le génocide avait eu lieu. Et donc, l'objet judiciaire était effectivement là, avec bien sûr comme visée politique une forme de réintégration des accusés et de réconciliation, si on peut utiliser ce terme, de la population en général, mais aussi, et c'est peut-être en fait ce que les gachacha ont fait le plus, c'est ce qu'on a appelé la collecte d'informations. La collecte d'informations qui consistait en fait à réunir le plus d'informations tout simplement sur ce qui s'était produit à partir des témoignages, à partir du récit donc des victimes, des témoins oculaires, des opposants au génocide et aussi des tueurs en tant que tels. Donc ça a été un dispositif qui a permis non seulement de traiter ces affaires, il y a environ 2 millions de dossiers qui ont été traités en une dizaine d'années, ce qui montre à quel point c'est devenu presque une justice quotidienne rendue au Rwanda à cette époque, et à un niveau très local. Et au final, les gachacha ont aussi permis d'écrire ce récit plus collectif de ce qui s'était produit au Rwanda en 1994. Juliette, je vous vois acquiescer aux côtés de Timothée. Oui, et il faut savoir que toute cette justice qui a été rendue à partir du début des années 2000, bon, les procès ont commencé vers 2005-2006 jusqu'en 2012. Aujourd'hui, pour les historiens, ce sont des archives qui sont accessibles et qui sont consultables. Qui n'ont pas toujours été? Non, il fallait attendre que les procès soient terminés, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une justice qui a été rendue dans les communautés, pas par un personnel judiciaire professionnel, mais qui ont été retranscrits avec des minutes d'audience qu'on peut consulter et qui sont aujourd'hui une source incroyable pour comprendre comment s'est déroulé le génocide et ensuite comment il a été jugé. Également, Timothée parlait de l'importance pour les rescapés de ces tribunaux gachacha. Ça, Lénie pourra sûrement mieux en parler que moi, de savoir ce qui s'est passé en fait pour leurs proches qui ont été tués, comment ils ont été tués, par qui ils ont été tués. Et le Rwanda a mis en place des politiques, notamment d'incitation à l'aveu, pour que les tueurs, parce qu'au début ils étaient face à un silence des tueurs, des miliciens, et pour qu'ils racontent ce qu'ils avaient fait, avec qui ils l'avaient fait, et donc c'est en cela une justice quand même qui a bien fonctionné pour notre connaissance de l'histoire du génocide, puisque les rescapés, les survivants, souvent étaient cachés, ne voyaient pas beaucoup ou parfois rien du tout, et restaient vraiment dans la méconnaissance totale de ce qui était arrivé à leurs proches. Donc ça a été une justice aussi importante pour comprendre comment la société rwandaise fonctionne aujourd'hui, puisque les choses ont été dites en public. Ça a aussi permis de juger certaines personnes ayant participé, mais aussi de montrer que tous les Hutus n'avaient pas participé au génocide, que tout le monde n'avait pas participé de la même façon. Ça a jugé des autorités, des personnes qui ont tué un grand nombre de personnes, des grands tueurs, comme on a dit dans la loi Gachacha, aussi des personnes qui s'en sont pris au bien, etc. Donc ça a été une justice vraiment immense. Voilà. Lénie?
Moi, ce qu'elle vient de dire, c'est la réalité parce que nous étions cachés. Moi, par exemple, à part les voir passer en Mokacha d'un endroit à un autre, les voir Lénie, il sur faut les que vous barrages. parliez plus près de votre Oui. micro, me dit-on dans le chat. Pardon. Excusez-moi. C'est moi, pardon. Donc, moi, je n'ai pas réellement vu les Interahamwe et les miliciens. Je savais qu'il y a des gens qui étaient dans les complots avant le génocide. Ils sont connus, il y en a qui sont en prison. Mais moi, personnellement, j'ai même eu la peur d'aller dans les gachacha. Je n'ai pas participé au gachacha. J'avais eu du mal à entendre quelqu'un dire qu'il a atrocement tué ma famille et mes enfants. Je n'ai pas osé y aller. Mais j'ai suivi ça. Et dans le chat, Volca nous demande, et parce qu'il y a un moment on va devoir y arriver, et sinon le rôle de la France dans tout ça? C'est une question assez immense à laquelle il sera, je pense, assez difficile de répondre. Nous avons encore 40 minutes. non, je plaisante. Non, mais on doit en parler parce que c'est bien sûr une question qui est c'est là. une question qui s'impose de toute façon dans le sujet d'aujourd'hui, notamment sûr, parce que le ministre des Affaires étrangères s'est rendu aux commémorations, Stéphane Séjourné, qui a eu un petit quiproquo, c'est ce qu'a dit l'Élysée, ou en tout cas un gros raté de com, ou en tout cas quelqu'un qui s'est vraiment planté en avançant des choses, mais dont vous allez parler, Timothée. Je vous ai coupé la parole, allez-y. Oui, je vous en prie. En tout cas, je crois que ce qu'il est important de comprendre de la question de la France par rapport au génocide des Tutsis au Rwanda en 1994, c'est que avant même le génocide, et même bien avant le génocide, il faut comprendre que la France avait trouvé dans le Rwanda, qui était à partir des années 60, des années 70, eh bien, un État autoritaire, dictatorial, avec même une politique qu'on peut dire ethniste. Donc une politique qui discriminait la population Tutsi par rapport à la population Hutu, des deux républiques Hutus successives, et que la France, pendant les années 60-70, était engagée avec le Rwanda, avait été un fidèle allié du Rwanda, et même jusqu'aux moments les plus cruciaux de l'histoire contemporaine, du moins qui précède le génocide, notamment sous la présidence de François Mitterrand, qui était un proche du président à l'époque, le général Juvenal Habyarimana, qui avait pris le contrôle du Rwanda suite au coup d'État du 5 juillet 1973. Ce qu'il faut donc comprendre, c'est que, alors que le Rwanda était un pays très fragile, un État extrêmement fragile à partir de la fin des années 80, début des années 90, alors qu'il y avait effectivement un début d'état de guerre entre d'un côté le gouvernement rwandais et le Front patriotique rwandais, qui était une force de rébellion et de résistance construite notamment en Ouganda à la fin des années 80 pour revendiquer le droit au retour des réfugiés, notamment Tutsis rwandais qui avaient fui avec leurs parents lors des années 60, 70, au moment de grands pogroms qui avaient eu lieu contre la population Tutsi. Et bien face à cette attaque militaire et dans ce conflit, le Rwanda était extrêmement faible. Et ce qu'a fait la France, pour être assez bref, c'est qu'elle a été un soutien politique, matériel et même humain par rapport à ce régime, en l'échange et c'était ce qui était brandi par François Mitterrand, d'un effort de démocratisation du pays, contre quoi la France allait soutenir. Et en réalité, ce qui s'est produit, c'est que les premières aides données au Rwanda, notamment au début de cette guerre, en octobre 90, qui était de l'ordre d'une opération militaire de soutien, est en fait une opération qui a duré et qui a continué, avec une présence maintenue de l'armée française de 1990 jusqu'à la fin de l'année 93, et encore, certaines troupes françaises étaient encore au Rwanda jusqu'au début du génocide. Un soutien donc, dans ce premier temps, de ce régime dictatorial qui penchait de plus en plus vers une forme d'ethnicisme et de racisme, qui allait vers l'extermination et qui allait vers déjà des pogroms et des violences de masse contre les Tutsis. Et enfin, bien sûr, au moment du génocide, la France est le seul gouvernement à avoir accueilli des membres de ce qu'on appelle le gouvernement intérimaire, donc ce gouvernement extrémiste qui a pris le pouvoir après la mort de Juvenal Habyarimana et qui a organisé une opération militaire à la fin juin 1994, qui avait pour but présenté de venir en aide aux victimes et d'interrompre les massacres. Mais en réalité, ce qu'a permis cette opération militaire appelée l'opération turquoise était en fait d'exfiltrer les autorités du gouvernement intérimaire, au final de permettre la fuite en masse vers le Zaïre des individus qui avaient participé au génocide, notamment ces autorités, et au final avec une approche et une compréhension
du génocide, du moins des faits, qui étaient complètement à côté de la plaque, et même gravement, une erreur d'appréciation monumentale, une vraie erreur politique, parce qu'en arrivant là-bas, eh bien, les consignes qui étaient données n'étaient pas celles d'une mission humanitaire de venir en aide à des victimes d'un génocide, mais c'était présenté comme une opération qui devait arrêter des massacres interethniques. Mais quand on parle de massacres interethniques, on parle donc d'une forme de réciprocité. On parle donc d'une sorte de guerre ethnique, tribale. C'est comme ça que l'avait présenté Alain Juppé en avril 1994. Alors que la situation était totalement différente sur le terrain. Il y a eu une incompréhension totale et le rapport Duclerc, qui est un rapport d'historien qui a travaillé sur les archives françaises, sur le rôle de la France au Rwanda, a conclu à une forme d'aveuglement volontaire des autorités politiques, de certaines autorités politiques françaises, hein, il ne faut pas tout le monde, mais du moins d'un petit cercle autour de François Mitterrand à l'Élysée, qui a maintenu jusqu'au bout son soutien à un régime qui a plongé dans le génocide et qui l'a donc soutenu militairement et politiquement jusqu'au bout. Juliette ? J'ai pas grand-chose à ajouter, si ce n'est qu'il y a une autre opération militaire française début avril, l'opération Amaryllis, qui fait également l'objet des critiques qu'on peut avoir envers le rôle de la France, qui a exfiltré donc les ressortissants français en refusant d'emporter avec eux notamment les personnes rwandaises Tutsis qui travaillaient pour l'ambassade de France, pour le centre culturel français, et qui étaient en danger de mort parce qu'ils étaient Tutsis et qui sont restés là-bas et dont la plupart ont été tués, et que par contre ils ont exfiltré la veuve du président Juvenal Habyarimana, Agathe Kanziga Habyarimana, qui jusqu'à aujourd'hui vit en France. Bien, Donc, pas très loin de Paris. C'est ça, pas très loin de Paris. Il y a un très bon article qui est sorti dans La Croix à son sujet la semaine dernière. Et donc moi qui m'intéresse à des femmes qui avaient une autorité politique, c'est Agathe Kanziga, une femme que je vois avoir beaucoup d'influence dans le gouvernement, dans le régime Habyarimana, notamment dans cette promotion d'autorités extrémistes, dans la mainmise qu'avait sa famille sur quasiment toutes les entreprises du Rwanda, sur toute la vie politique, et qui a participé, parce que quand on dit la France a soutenu pendant 4 ans un régime qui était dictatorial, c'était un régime qui était ouvertement extrémiste, avec des alertes qui étaient lancées. Il y a eu des massacres en janvier 91, il y en a eu en 92, en 93. Chaque fois en maintenant ce soutien, et le couple Habyarimana, par exemple, fondait des journaux extrémistes comme Kangura, a participé à fonder aussi la radio très connue, la radio-télévision d'Émile Colline. Et voilà, donc c'est une vraie amitié qu'il y avait entre C'est la radio qui a appelé au massacre. Exactement. Et donc ça, c'était des éléments qui étaient déjà là avant avril 94 et que la France a choisi d'ignorer. Vous vous souvenez, Lénie, de ce contexte-là ? Lequel ? Ce contexte où la montée d'un extrémisme fort... Oui. Surtout, moi, je le vois... D'un changement de situation ? Oui, oui. En 1990, à l'attaque du FPR, ce fut très dur pour les Tutsis parce qu'ils ont été en prison, plus de 5000 personnes Tutsis, soit disant qu'ils étaient complices des rebelles Inkotanyi, qu'on appelait Inyenzi, les cafards. Et depuis lors, les Tutsis n'ont pas eu de répit. C'était les prisons, c'était les tueries, c'était... J'ai même un grand frère qui a été emprisonné en 90, et quand il est sorti, il a été très battu. Il est sorti en prison, il a attrapé la tuberculose, il est mort quelques jours après. Il était professeur en géographie-histoire. Et plus tard, en 92, ça a chauffé, c'était dur avec les partis politiques qui venaient de s'instaurer à Kigali. C'était toujours les miliciens qui occupaient la capitale, qui chantaient, qui allaient dans les entraînements, et qui avec la radio RTLM, qui tissait la haine entre les Hutus et les Tutsis. Et donc là, les gens n'ont pas... On était vraiment très, très menacés depuis 1992, mais très sérieusement, dans la capitale. Et les gens, donc, on les tuait, on les assassinait, on les emprisonnait. C'était une période très, très dure avant 1994, avant le génocide.
Il y a alors Folace ou Folas, je ne sais pas, dans le chat, qui nous pose une question, qui dit qui étaient les alliés occidentaux entre guillemets de la France pendant le génocide et quelles étaient leurs positions pendant le conflit. Je pose la question à vous. Si vous ne savez pas, vous ne savez pas et c'est pas grave du tout. Je relais les questions du chat. Je dirais que c'est pas forcément une question pertinente au sens où le génocide il a été fait par un gouvernement rwandais, par des milices rwandaises avec l'aide d'alliés, donc notamment la France. Mais là, il faut quand même avoir en tête que c'est le gouvernement intérimaire rwandais composé d'extrémistes hutus qui ont organisé cette extermination. Donc les alliés de l'allié, peut-être quelqu'un peut répondre, mais c'est pas vraiment... Et je pense que vous avez très bien répondu à la question de notre internaute. 30 ans plus tard, ces deux groupes donc, qui sont majoritaires dans le pays ont, semble-t-il, fait la paix après des décennies de rivalité. Donc c'est une réconciliation qui est prônée par le gouvernement. Pour autant, il semble qu'on ne veuille plus parler d'ethnie. Oui. Et c'est un sujet, parce qu'une ethnie, c'est une identité aussi. Oui, mais actuellement, ils ont arrêté ça parce que c'est ça qui identifiait les gens. On ne porte plus des cartes d'identité avec des ethnies. Moi, j'ai porté ça depuis l'âge adulte. Donc, je devais le montrer partout. Moi, je trouvais que c'est une très bonne idée de laisser tomber tout ça. Aujourd'hui, tout le monde est rwandais. Ça pourra devenir comme partout, sans ethnie, sans avoir cette étiquette. Et peut-être aujourd'hui, je peux me dire, je sais que je suis née Tutsi, par exemple. Mais dans l'avenir, les enfants, je pense que les jeunes générations, ça saura changer dans l'avenir. Ils seront rwandais, ils seront plus Hutus ni Tutsi. Oui, c'est ça. Ouais. Juliette Bourg. Oui, surtout qu'il faut rappeler que les identités Hutu, Tutsi, Twa, c'est aussi une autre ethnie qui avait au Rwanda, sont des constructions en fait venues pendant la colonisation et que ça reflète pas des identités au sens où on l'entend ethnique, parce que les Hutus comme les Tutsis partageaient la même langue, les mêmes croyances, ensuite les mêmes religions, priaient ensemble, vivaient ensemble, se mariaient ensemble. Et donc, il ne faut pas penser ça comme des cultures différentes. En fait, c'est des groupes qui partageaient la même culture. Et donc, le fait aujourd'hui de ne plus dire Hutu ou Tutsi, ça n'a pas vraiment une incidence. Il ne faut pas penser que ça va effacer des cultures. Ça efface des identités qui ont été quand même collées dans les papiers, qui ont été quand même source de discrimination depuis le début de cette histoire. Timothée, je vous vois acquiescer. Oui, absolument. Je m'inscris notamment dans cette idée-là, parce qu'effectivement, le terme ethnie, du moins la manière dont on l'entend, c'est effectivement ce qui marque ces différences culturelles, linguistiques et d'existence, alors qu'effectivement, dans le cas du Rwanda, il faut bien ici... revenir à une sorte de profondeur historique qui, je pense, est importante à saisir, même si elle ne mène évidemment pas directement au génocide, mais qui permet de comprendre cela. Dans le chat, il y a Original Benz qui dit pourquoi cette haine contre cette ethnie. C'est quoi la genèse de ces atrocités ? Je pense que vous allez répondre en partie. Je crois déjà, avant de venir à cela, il faut bien comprendre que cette fabrication des ethnies rwandaises, dans la compréhension qu'en avaient notamment les extrémistes Hutus, elle a une histoire très particulière et qui est en fait l'histoire de la découverte et des savoirs coloniaux qui se sont plaqués sur le Rwanda. Les premières traversées du Rwanda par des Européens, notamment par des explorateurs allemands, ont lieu autour de 1896. Et à cette époque, il faut bien comprendre que les systèmes de compréhension européens sont des systèmes, du moins de représentation, de mentalité, comme vous pouvez le dire, se construisent autour de la question de la race. C'est la race qui permet d'expliquer les relations entre peuples. C'est la race qui permet d'expliquer des formes de domination et de supériorité entre des populations qui seraient inférieures et supérieures par rapport à d'autres. Ces premiers colonisateurs et explorateurs, notamment beaucoup de religieux, notamment belges et allemands, qui vont en fait découvrir le Rwanda avec ces lunettes raciales, si on veut dire, de la science raciale, et essayer d'élaborer des théories pour expliquer pourquoi, dans leur perception des faits, c'est leur perception, il y avait au Rwanda à cette époque une monarchie où ils trouvaient des individus qui étaient désignés comme Tutsis, et une autre part de la population où il y avait des individus qui étaient Hutus. Leur compréhension
assez pauvre, si on peut dire, qui essayait de se légitimer de comment fonctionnait cet État, qui était extrêmement complexe, avec des catégories Hutu-Tutsi qui n'étaient pas tant ethniques, qu'elles étaient en fait socio-professionnelles ou liées à des rapports claniques assez complexes. En réalité, la lecture qui a été imposée sur la question a cherché à savoir pourquoi les Tutsis qui apparaissaient aux colonisateurs semblaient différents, et donc on leur a attribué une origine totalement mythifiée d'envahisseurs qui ne venaient pas du Rwanda, qui n'étaient donc pas des populations exogènes, donc qui reviendraient peut-être d'Abyssinie, qui seraient même des tribus perdues bibliques, des choses extrêmement sérieuses à l'époque qui ont été théorisées notamment par Ernest Renan au Collège de France. Et donc, vous voyez, tous ces discours, tous ces savoirs, auxquels s'ajoute la phrénologie, auxquels s'ajoutent des savoirs morphologiques sur les formes de tête, sur les visages, sur les tailles, sur les corps, d'essayer de créer une forme de différence biologique entre les individus des ethnies au Rwanda à l'époque. Tout ceci a en fait contribué avec la colonisation à une nouvelle stratification de la société rwandaise, basée sur cette présélection ethnique de ceux qui devaient avoir le pouvoir et ceux qui devaient être dominés d'une certaine manière, et qui... au moment de l'indépendance du Rwanda, à la fin des années 50 et au début des années 60, vous avez en fait une contre-élite, qui n'est pas une élite Tutsi, mais une élite de Hutus, qui sont élevés dans ces pensées-là, qui sont même acculturés depuis plusieurs dizaines d'années, depuis des générations, à ce discours-là de la différence biologique et raciale. Et ils la font leur. Ils y croient, ils en sont convaincus. Et quand va venir l'indépendance, il va y avoir en fait un retournement d'alliance avec le colon belge notamment, qui va cesser de défendre la monarchie rwandaise et se tourner du côté des soi-disant masses Hutus représentées par des notables extrémistes et des intellectuels qui vont créer cette idéologie de l'antagonisme racial entre les Hutus et les Tutsis et se considérer en fait comme persécutés depuis des millénaires par une race Tutsi qui aurait été différente, qui n'aurait pas été réellement rwandaise et qui aurait été parfaitement exogène du Rwanda. Et donc quand on se rend bien compte de la genèse de ces idées, de leur force et de la manière dont elles se sont posées sur la société rwandaise et qu'elles ont eu un effet, on comprend un peu mieux pourquoi, des années plus tard, ceux qui n'étaient pas des ethnies, du moins dans le cadre des massacres notamment et du génocide, eh bien, ont pu être le lieu d'autant de discours de type raciste et raciaux jusqu'à l'extermination des Tutsis en 1994. Ce que vous aviez ressenti à ce moment-là, Lénie ? Oui. Je sais que c'est dans l'histoire du Rwanda, la colonisation qui a amené tout ça, qui a aussi accéléré cette entre les Hutus et les Tutsis. Parce qu'il y avait cette complexe d'infériorité, de supériorité, et les Hutus qui se sentaient moins considérés que les Tutsis. Donc on les avait enseignés qu'ils n'étaient pas beaux, qu'ils n'étaient pas intelligents, qu'ils étaient des esclaves des Tutsis. Et dans leur tête, ça a été ça. Et donc, il y en a qui ont été méchants à cause de ça, qui voulaient donc se venger. Et alors, avec les gouvernements qui étaient en place, ils ont aussi enseigné dans le même sens. Ils ont insisté sur les ethnies. Ils faisaient les statistiques des Tutsis, les Tutsis que nous étions minoritaires. Pardon, je parle de moi, mais j'ai vécu ça. J'ai vécu que j'étais minoritaire. Pour quelle raison, je ne sais pas. Donc, à cause de ça, ça datait des années, mais on a grandi dans ça, dans cette discrimination. Avec une maîtrise européenne, oui. De racisme européen. Oui, belge, je peux dire que c'était belge surtout. Juliette Bourg. Oui, et il faut voir que après cette période coloniale, les gouvernements rwandais, comme l'a dit Lénie, ont instrumentalisé cette haine en mettant en place ce qu'ils ont appelé des politiques de rattrapage. Et donc les Tutsis qui jusque-là avaient été privilégiés par l'administration coloniale se trouvent discriminés dans tous les aspects de la société, à l'école, dans l'accès à des emplois administratifs et à des moments de tension pour le gouvernement rwandais, se font massacrer. En 63, il y a des massacres. En 73, il y a des purges extrêmement violentes dans les établissements scolaires et dans les administrations.
Et en 1990, quand le FPR attaque le Rwanda, le récit qui est tout de suite propagé par les autorités rwandaises, c'est regardez, ces Tutsis, cette race dominatrice va venir réinstaller la monarchie, asservir les Hutus, alors que ce ne sont pas des vrais Rwandais et qu'ils attaquent à nouveau. Et donc ça, c'est le récit qui arrive et qui va justifier ces politiques dites d'autodéfense civile qui se mettent en place, que tous les Tutsis, en fait, FPR ou pas, sont une même race sanguinaire qui veulent asservir les Hutus et qu'il faut en fait les tuer avant qu'ils ne tuent les Hutus. C'est ça ce qui est répété constamment pendant 4 ans avant le début du génocide. Timothée ? Oui, pour rebondir sur ce que disait Juliette, il faut bien comprendre quand on parle de cela que ça dit aussi quelque chose de la force de certaines idées, d'une certaine idéologie, et de la manière avec laquelle, notamment au moment de ces années 90, avec le début de la guerre, avec effectivement cette sorte de prophétie autoréalisatrice d'une certaine manière. C'est si les Tutsis nous attaquent, c'est qu'en fait ils veulent remettre leur pouvoir en place et nous dominer et nous exterminer. Et c'est quelque chose qui, je crois, est important de souligner, notamment dans le cadre d'un génocide et qu'on voit dans d'autres cas, qui ne sont pas liés au Rwanda, mais notamment dans celui de la Shoah, dans celui des génocides des Arméniens notamment, le fait que brandir cette menace, cette fausse menace, qu'il y a en fait un génocide qui attendrait, qui serait celui commis par les futures victimes contre leurs bourreaux, que ce qu'on appelle cette accusation en miroir, donc l'effet de reprocher à ceux qu'on va exterminer en fait ce qu'on va leur faire. À quel point ceci a été fort et important, et à quel point, quand ceci est doublé par des discours de haine raciale propagés, construits avec ces craintes nourries au moment de la guerre, cette peur d'une sorte d'extermination qui est créée de toutes pièces, eh bien comment ceci, ajouté à ces discours racistes, a pu avoir des implications extrêmement fortes jusqu'au plus près de la population locale, et comment ces idées ont pu se propager, et c'est un peu comme ça aussi qu'on peut comprendre la force du génocide, et même là, ce moment de radicalisation entre 90 et 94, où effectivement les tensions sont au plus haut, et les tensions sont au plus haut parce que ces questions de Hutu, Tutsi, de suspicion de complicité au FPR, comme l'a rappelé Nenni Munyakazi, en fait, commencent à rentrer au plus près des sphères intimes, des sphères personnelles, et où dans la vie individuelle des personnes, les conséquences se lisent dans le lieu de travail, auprès des amitiés, entre des voisins qui cessent d'aller voir leurs voisins Tutsi parce qu'ils les soupçonnent eux-mêmes. Et donc, comment au final, ces éloignements successifs et progressifs, eh bien, ils ont contribué à la possibilité, quelques années plus tard, de massacres d'une telle ampleur et d'une participation si massive de la population. Lenny, vous parliez tout à l'heure des bourreaux. Qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui, ceux qui... enfin, en tout cas, les bourreaux survivants, ceux que vous avez peut-être rencontrés? Je ne les ai pas rencontrés. Je les entends parler, je vois les écrits, je les vois... Qu'est-ce qu'ils disent? Ah, bien sûr, comme ils ne peuvent pas retourner au Rwanda, ils sont très, très, très... Ça n'a pas changé. Je pense que le fait même de rester à l'étranger, ça n'a pas aidé à leur changement, à voir comment le pays a avancé. Ils sont toujours dans cette matrice? Oui, dans les ethnies, ils parlent toujours au tout, alors qu'au Rwanda, ce n'est plus le même discours. Et donc, pour cela, je vois que c'est malheureux d'être comme ça. Oui, je vous en prie. Juliette. Oui, ce que dit Lenny, c'est particulièrement vrai pour les génocidaires qui sont pas au Rwanda. Donc pour ma part, dans mes recherches, j'ai été amenée à rencontrer certains génocidaires qui sont enfermés au Sénégal, qui ont été jugés par la justice pénale internationale et qui sont dans une prison sénégalaise. Et donc là, c'était vraiment des autorités à la tête de l'État. Donc moi, j'y suis allée pour rencontrer Pauline Ramasuko, qui était ministre de la Famille et de la Promotion féminine. Mais il y avait aussi dans cette prison le Premier ministre Jean Kambanda, le secrétaire général du parti présidentiel MRND, le préfet de Kigali, etc. Et ces personnes, il faut savoir, elles sont encore en 1994 dans leur tête. Elles sont des victimes qui ont perdu la guerre. Elles lisent uniquement des livres négationnistes du génocide. Elles parlent en termes de le peuple majoritaire, le peuple minoritaire.
Et aucune n'a accepté sa participation au génocide et même nie l'existence d'un génocide perpétré contre les Tutsis. Les génocidaires qui sont au Rwanda, qu'ils soient en prison ou sortis de prison, ils ne peuvent pas tenir les mêmes discours parce qu'ils sont confrontés déjà aux rescapés. C'est des prisons où ils sont mélangés aussi à des personnes de droit commun. Ils commémorent le génocide. Quand ils sortent de prison, ils se rendent bien compte qu'il n'y a pas une vengeance contre eux qui les attend, et donc, alors qu'ils peuvent en avoir peur. Mais ceux qui sont au dehors du Rwanda, ces génocidaires, mais aussi leurs familles et leurs réseaux dans les diasporas, ont créé une image du Rwanda qui est fausse, en disant c'est la guerre, tous les Hutus là-bas sont persécutés, et ils continuent à avoir ce schéma de pensée. Et ça, il faut en avoir conscience que c'est un négationnisme qui est encore très vivant, une idéologie qui est encore très vivante et qui est alimentée à l'extérieur du Rwanda surtout. Oui, et pour continuer sur ce point, sur la question du négationnisme aussi, parce qu'évidemment on parle là du génocide, on parle de savoir historique aussi, de savoir individuel, de l'expérience de personnes qui ont traversé cet événement, mais il faut bien comprendre que, comme pour tout génocide en réalité, vous avez son corollaire qui est le négationnisme, notamment de la part de ceux qui y ont contribué. Et il est important, effectivement, notamment dans le cas de ces personnes qui ne sont plus au Rwanda, de bien se rendre compte, comme l'a très bien dit Juliette, qu'ils sont encore en 94, encore coincés à ce moment-là dans cette justification de pourquoi ils ont fait ce qu'ils ont fait, tout en le niant avec des discours parfois qui Mais ça relève de quoi? C'est de la mauvaise foi ou c'est de la... Ce n'est pas de la mauvaise foi. C'est une croyance. C'est une croyance tout à fait légitime du fait qu'ils ont fait des choses pour une certaine raison, que si évidemment il est difficile d'avouer et de reconnaître qu'on a participé à l'extermination de femmes, d'enfants et de civils innocents, que tout du moins eux présentent les choses comme cette étant croyance, un acte de guerre. Elle exclut la possibilité d'une forme d'opportunisme. Eh bien, alors, pas forcément. Si je peux me permettre. Il peut y avoir une forme de calcul par rapport à cela. Mais tout du moins, il y a le fait que ces personnes qui étaient idéologiquement engagées, et c'est pas dire qu'ils étaient embrigadés ou le lavage de cerveau, non, des gens qui ont cru à une lutte politique. Des années plus tard, ils y croient encore plus. Parce qu'ils ont été dans une position qui est celle, pour eux, de perdants. En fait, qu'ils ont dû quitter le Rwanda, notamment pour ceux qui n'y sont plus. Et il est important de voir et de rappeler que quand on parle de ce négationnisme, c'est pas juste des gens qui nient le fait que quelque chose soit arrivé pour se défendre. Il y a ça. Mais à ça s'ajoute un vrai discours idéologique encore. Politique. Absolument, qui est en fait la deuxième partie du discours idéologique, qui consiste à expliquer pourquoi ils ont perdu et pourquoi en fait le monde entier était dans une sorte de complot contre eux. Et surtout, nier le génocide, ces premières négations et réécritures de l'histoire, elles sont contemporaines de l'événement. Parce que déjà en 92-93, il parle de cette menace d'extermination portée par les Tutsis contre les Hutus. C'est un mensonge de propagande, bien sûr. Mais dès au moment même où le génocide était commis, il y avait le regard de la communauté internationale, le regard d'autorité. Il fallait justifier cela. Il fallait essayer d'expliquer que ce qui a été commis, ce n'était pas des crimes contre l'humanité, c'était des crimes de guerre. Au pire, des crimes de guerre. Des actes de légitime défense. Et donc, dès 1994-95, dans ces camps de réfugiés immenses qui sont construits au Zaïre et qui se recomposent avec les autorités gouvernementales, vous avez des autorités, notamment l'un de ses responsables de parti, Mathieu Ngilumbatse, qui écrit un ouvrage, des ouvrages, beaucoup d'entre eux, dans lesquels ils expliquent « Non, mais on n'a pas commis de génocide parce que dans les églises, qui ont été un lieu de massacre très fréquent, dans les églises, eh bien, il y avait des caches d'armes où en fait les Tutsis n'allaient pas s'y trouver refuge, mais en fait y allaient pour aller récupérer des armes et on a été obligé de les tuer pour se défendre. » Et ces discours-là, à force, pendant 30 ans, quand ils ruminent, quand ils sont dits dans des cercles clos d'individus qui ont une véritable idéologie politique qui ne s'est pas arrêtée depuis 1994, eh bien ça donne effectivement ce genre de situation où, notamment dans ces procès en France, c'est intéressant parce qu'on peut l'observer dans des cas individuels. Vous avez des dénégations individuelles, dire « j'ai pas fait ça, c'est faux, ça c'est pas vrai », auxquelles en fait se mêlent mais de toute façon, le génocide, non, mais c'est plus compliqué que ça. En réalité, c'est pas les Tutsis, c'est tous les Rwandais qui ont été tués. En fait, il y a des responsabilités partagées. Donc, encore une fois, c'est pas un génocide, c'est des massacres interethniques, c'est une haine, une rivalité entre ethnies. Toujours un discours qui permet de semer le trouble par rapport à une situation qui est très nette du fait de son asymétrie. Le fait que ceux qui ont tué étaient les membres d'une idéologie et d'un groupe, et ils ont tué ceux d'un autre groupe du fait d'un projet de génocide. Et non pas pour des haines raciales ancestrales. Vous avez encore ce genre de discours qui sont donnés par ces idéologues et ces personnes qui ont une posture de minimisation ou de révision du génocide des Tutsis au Rwanda. Lénie Munyakazi, vous êtes d'accord avec ce que dit Timothée ? Oui, je suis d'accord. Même moi, je me dis que c'est aussi
le désespoir. Ils ont perdu un pouvoir Absolument. dont ils ont eu depuis très longtemps et qu'ils se sentaient majoritaires. Ils se sentaient jamais que ça... Ils ne pouvaient pas croire que ça pouvait changer. Pour moi, je pense que c'est la raison la plus importante pour eux. Et c'est pourquoi donc ils disent que aussi les Hutus ils ont été massacrés, mais où? Comment? Pour nous, on nous interdisait de sortir dans nos maisons. On tuait juste à la première minute. Dès que l'avion du président Habyarimana a été abattu, tout de suite, les Tutsis ont été attaqués. Partout où ils étaient. Après, il y a des barrages, on ne peut pas passer d'un quartier à un autre. On ne pouvait pas fuir. Et comment eux, ils ont été jusqu'au Congo, jusqu'au Cameroun, partout au monde entier. Donc, on ne peut pas dire que le génocide n'a pas eu lieu. Et c'est tout ce qu'ils se défendent. Et ils disent que, et aussi, moi je ne connais pas, je n'étais pas au Congo, je ne sais pas comment ils ont été tués, mais je sais qu'au Rwanda, c'était que des Tutsis qui étaient recherchés. Des familles Tutsis, des petits-enfants Tutsis, des grands-mères Tutsis, des malades Tutsis dans des hôpitaux. C'était une horreur. Ils ne peuvent pas échapper à ça, même s'ils inventent n'importe comment cette histoire. Timothée Brunet-Lefebvre. Je crois que c'est un rappel très important de revenir aussi par rapport à ces discours qui minimisent et nient sur la matérialité de ce qu'a été le génocide des Tutsis. Parce qu'effectivement, on parle du terme génocide, dans l'idée, du moins dans les définitions pénales qu'on en a, dans ce qu'on admet de ce terme-là, c'est désigner des campagnes de massacre et d'extermination de population. Et donc, l'image qu'on en a, les représentations qu'on en a, même parfois de manière inconsciente, c'est tuer le plus de monde possible, ce qui n'est pas faux. Mais dans la réalité, dans ces 100 jours-là du génocide des Tutsis, 100 jours, c'est extrêmement long, avec ce nombre de participants. Il faut bien comprendre que le génocide, c'est bien plus que seulement tuer. C'est toute une gamme de gestes, de cruauté, d'acharnement, de violence sexuelle aussi, immense dans le cas du génocide des Tutsis au Rwanda. Et autant de faits contre des civils, contre des enfants, contre des personnes âgées, comme l'a très bien rappelé Nini Munyakazi. Et donc, quand on parle de génocide, on parle vraiment de ça. On parle de ces faits-là, au niveau global du Rwanda en 1994 et au niveau de famille, au niveau de la vie individuelle. C'est l'effacement de la chair, de la dignité, de la culture. C'est ça. Un effacement total, le génocide. C'est le fait de faire véritablement disparaître. Et faire disparaître, ça ne s'arrête pas au fait de simplement tuer des personnes avec qui... contre lesquels on aurait quelque chose, mais c'est aussi s'en prendre à leur corps, s'en prendre à leurs dépouilles, c'est les cacher, etc., etc. Et c'est important de dire les mots et de dire ce qu'ont été les faits tels quels, notamment pour faire rempart face à ce genre de discours qui ont tendance à nier les faits et surtout avec toujours une lecture très abstraite, jamais vraiment sur le sol de toutes les preuves qui ont été accumulées du génocide. Dans le chat, une question, comment les intellectuels rwandais, les intellectuelles rwandaises ont-ils réussi à rétablir la vérité après 1994 dans les universités? Qu'en est-il de l'historiographie? C'est une question très précise. Je sais pas si je vous lance oui. comme une patate chaude. Non, mais c'est une question effectivement assez intéressante. Je ne sais pas si... Il y a eu une recherche des faits qui a eu lieu au Rwanda dès que le génocide a été terminé. Déjà pour des raisons très pragmatiques, c'était retrouver les corps, les enterrer, savoir ce qui s'était passé, etc. Donc il n'y a pas forcément eu... Il y a des intellectuels qui étaient engagés pour dénoncer le génocide avant, pendant et après, et qui ont continué et qui sont tout de suite lancés, par exemple, dans des monographies de leur région, etc., qui ont aussi tout de suite cherché à exprimer les racines coloniales de cette haine pour faire comprendre ce qui s'était passé. Et pour la collecte des informations, on a beaucoup de rapports d'ONG internationales, rwandaises, qui sont allés interroger les rescapés, désigner les personnes soupçonnées de génocide, désigner les endroits où il y avait des fosses communes, etc. Donc il y a eu et puis il y a eu des procès, le tribunal pénal international qui a été créé dès novembre 1994, des enquêtes, et donc la justice, les enjeux familiaux intimes liés à l'histoire des Rwandais qui voulaient retrouver leurs proches, les intellectuels, tout ça c'est des choses qui se mélangent puisque les intellectuels rwandais
beaucoup ont leurs proches qui ont été tués et qui ont à la fois lié leur connaissance d'historiens, par exemple, et ce qu'ils voulaient savoir de leur famille. Par exemple, si on pense à l'EHESS, à Monsieur Kagabo, qui, lui, est allé tout de suite... après le génocide, sur place, se rendre, constater, qui a écrit là-dessus. Oui, tout à fait. Et simplement sur la question peut-être plus de l'historiographie, il y a... Alors Timothée, il faut vous expliquer ce qu'est l'historiographie. Alors l'historiographie, oui, évidemment. Je C'est pense vrai que que là, tout le monde on est un peu dans ne sait pas notre ceux qui nous tabou regardent. d'histoire et de sciences sociales. Simplement, l'historiographie, en fait, c'est l'écriture de l'histoire. Donc c'est les différentes écoles d'écriture de l'histoire, les différentes manières de penser, la manière de faire récit des événements du passé, de faire récit de l'histoire, etc. Et donc, quand on parle d'historiographie, on est bien dans ces différentes périodes de différentes de regroupement d'individus ou d'efforts collectifs autour d'universités, autour de personnes qui ont contribué à l'écriture d'un certain récit historique des faits. Dans le cas du Rwanda et de la question de l'histoire, il y a un grand nombre d'historiens rwandais eux-mêmes qui, comme l'a très bien rappelé Juliette, se sont penchés sur cette histoire dès 1994 et aujourd'hui encore. Néanmoins, c'est juste un point de précision, le Rwanda, à l'heure actuelle, est un pays où une très grande partie de la population, plus de la majorité de la population, a moins de 30 ans, donc des gens qui n'ont pas été contemporains du génocide en tant que tel. Et au niveau des universités rwandaises, eh bien, l'État rwandais, depuis le début des années 2000, a surtout favorisé pour son développement les filières qu'on appelle STEM, donc tout ce qui est de l'ordre des sciences techniques, des sciences dures, qu'on pourrait appeler aussi, les mathématiques, la chimie, l'ingénierie, etc., et un peu moins sur les sciences sociales. Et donc, évidemment, c'est à prendre en compte quand on parle de l'écriture de l'histoire au Rwanda et de ces questions contemporaines où certains historiens rwandais eux-mêmes sont parfois un peu déçus et se plaignent un peu du fait que il n'y a pas énormément de jeunes historiens rwandais qui prennent le flambeau pour continuer à écrire cette histoire en tant qu'historien. Une question pour vous, Lénie, dans le chat, c'est Chachkachier qui la pose. Resalut, qui demande est-ce qu'il y a un risque que les Hutus ne recommencent dans la mesure où ils sont majoritaires au Rwanda et au Burundi voisin. Je pense que la question plus pertinente, c'est avec toute cette génération qui n'a pas connu le génocide, est-ce que ça peut arriver encore? Alors, on ne peut pas lire dans l'avenir, bien sûr, mais vous avez peut-être un sentiment. Je pense qu'il parle de ça justement, il menace, mais je pense qu'au Rwanda, ils ne peuvent pas. Je ne pense pas qu'ils peuvent arriver à ça. Ça, je suis sûre. Puisque c'est une histoire qui ne tient plus. C'est question de travailler, de se reconstruire, de reconstruire le pays. Ils ne sont pas dans cette histoire d'encore vouloir un autre génocide. Bien sûr, dans les têtes des génocidaires, des gens qui ont commis ça, des extrémistes, ça existe toujours. Mais je ne pense pas qu'au Rwanda, ça peut arriver. Je ne peux pas parler pour le Burundi, mais au Rwanda, ça, je suis sûre que ce n'est pas possible. Et il y a une autre question là, qui arrive, c'est est-ce qu'il y a des velléités indépendantistes chez certaines franges Tutsi ou Hutu, notamment pour éviter que ce qui s'est passé ne recommence? Je pense qu'on a répondu en partie à la question, Timothée. Oui, tout simplement pour dire non, parce qu'encore une fois, on n'est pas face à des communautés, oui, tout à fait. Et même l'idée qu'il pouvait y avoir au lendemain du génocide ce qu'on a appelé un Hutuland et un Tutsiland pour empêcher cela, n'est absolument pas quelque chose qui a correspondu à la réalité de ce qu'était l'expérience historique des Rwandais, mais c'était quelque chose qui a été notamment, proposé notamment dans une tribune par l'ancien secrétaire général de l'Élysée, Hubert Védrine, qui était un des acteurs du pouvoir français à cette époque, aux alentours du génocide, et qui témoigne en fait d'une incompréhension de ce qu'était le Rwanda. Parce que là encore, c'est pas des communautés distinctes, c'est des individus qui partagent à peu près tout, même qui partagent tout, sauf quand cette question politique est rentrée assez profondément et qu'elle s'est transformée en idéologie et qu'elle a créé cette forme de division entre les individus. Mais sinon, non, c'est pas du tout quelque chose qui a du sens dans la réalité des faits. Il y a Pignoufou, salut Pignoufou, qui nous demande, qui avait déjà posé sa question. Je n'ai pas relayé ta question, Pignoufou, parce que je ne sais pas si c'est le lieu pour le faire. Bon, qui vous pose la question, est-ce que vous avez des documents à conseiller, des documentaires à conseiller pour les gens qui ne connaissent quasiment rien du sujet? Notre émission touche quasiment à sa fin, donc si vous avez des choses à conseiller, peut-être que vous en avez. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous conseillez à notre ami Pignoufou? Bon,
pour commencer, et puis en plus, après, je pense que Lénie a ramené un document Oui. avec elle, mais en ce moment, avec la 30e commémoration, il y a beaucoup de ressources qui sont accessibles et grand public. Par exemple, sur Arte, en ce moment, il y a le documentaire de M. Belfroy, une parmi 1000 collines. C'est ça. Voilà, donc ça, j'ai trouvé un très bon Donc documentaire. un très bon documentaire sur Arte qui est disponible, Voilà, qu'on peut voir en ce moment sur Arte. Sinon, vous avez le film Sometimes in April. Vous avez des livres, si vous préférez passer par la fiction, les livres de Beata Omobiei Mérès, qui est rescapée et qui a écrit des romans. Les livres de Scholastique Mukasonga, qui, elle, a perdu une grande partie de sa famille pendant le génocide. L'adaptation en film aussi d'un de ses livres, Notre-Dame du Nil, qui permet de comprendre déjà dans les années 70 toutes ces questions de haine qui étaient déjà là avant 1994. Voilà pour mes recommandations grand public. Et sinon, les ouvrages d'historiens, on a de très bons historiens et historiennes en France, par exemple ceux d'Hélène Dumas. Il y a une très bonne synthèse historique de Florent Piton. Un livre qui est sorti sur la question du genre, sur l'infanticide génocidaire par Violaine Baraduc, qui est sorti très récemment. Voilà, donc en France, on a de la chance, c'est qu'on a beaucoup de ressources sur le sujet, de bonnes ressources. On a aussi un historien qui est président de l'association Ibuka, Marcel Kabanda, qui parle de l'histoire du Rwanda du début jusqu'au génocide. Ça peut être intéressant aussi pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire du Rwanda. Vous n'êtes pas venu les mains vides? Ça, c'est les De témoignages. quoi s'agit-il? Ce sont les 10 témoignages, et il y a mon témoignage aussi, des 10 rescapés de notre association Tubeo Family. Tubeo qui veut dire vivre. Ça s'appelle Rwanda 1994, ça s'appelle Parole de rescapés, témoignage du génocide perpétré contre les Tutsis. C'est préfacé par Maurice Dorès et c'est paru chez l'Harmattan. Et Jérém, tu peux le mettre dans le chat. Et Pignoufou, puisque l'on a répondu à ta question, tu peux écrire dans le chat toutes les références, notamment qu'a indiqué Juliette. Voilà, c'est ta punition. J'avais une dernière question. Alors, j'en ai plein d'autres en réalité. On peut continuer. J'ai promis de vous libérer à 20h, parce que tout le monde ici a une vie, et notamment vous. Juliette, pourquoi cette thèse sur le rôle des femmes politiques rwandaises dans le génocide perpétré contre les Tutsis? Et c'est peut-être une question que j'aurais dû vous poser au tout début de la séquence, pardonnez-moi. Oui, par le hasard des rencontres et la possibilité des archives. Donc moi, j'ai commencé à m'intéresser à une femme lors de mon mémoire de master, Pauline Ramasuko, sur suggestion de Hélène Dumas, qui est la grande spécialiste en France du sujet, qui m'avait dit, voilà, il y a cette femme qui a été condamnée par le tribunal pénal international. Ça a été la seule femme condamnée par ce tribunal et jusqu'à aujourd'hui la seule femme condamnée pour génocide par une juridiction pénale internationale. Et donc j'ai commencé à m'intéresser à elle avec aussi cette naïveté au départ de me dire quoi, des femmes ont fait ça aussi, et des femmes étaient à ce niveau-là d'autorité. Et ensuite pour la thèse, donc j'ai décidé d'élargir un groupe de femmes politiques, puisque le problème quand on étudie des figures féminines violentes comme ça, c'est un peu de les surindividualiser, d'en faire des monstres, des exceptions, alors qu'elle appartenait à une élite féminine qui est née d'un contexte historique précis. Voilà pourquoi. Merci. Les 19h59, passé de 30 secondes, c'est l'heure du mot de la fin. Le mot de la fin, Timothée. Et c'est pas sympa le mot de la fin, parce que vous n'êtes pas prévenu et je vous demande d'improviser quelque chose qui soit sympa, qui va être votre dernière lancée de séquence. Tout simplement, peut-être que les 30e commémorations du génocide riment aussi avec la nécessité de continuer de parler de cet événement, de continuer de faire l'histoire de cet événement, et que nous sommes à la 30e commémoration, mais il y aura aussi une 40e, une 50e, et c'est un avenir du témoignage et de la recherche qui est encore à écrire. Juliette, le mot de la fin? Oui, je pense que c'est l'occasion, cette 30e commémoration, pour apprendre ce qui s'est vraiment passé. C'est la meilleure manière de... Quand on parle de négationnisme, il faut déjà savoir quel a été cet événement. Et donc, profiter de toutes les ressources qu'on a en ce moment, à la radio, à la télé, dans les sorties littéraires. Lénie, le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est que je trouve que les Français, moi, ça fait 16 ans que je suis ici, ont commémoré tout seuls les Rwandais, les rescapés, mais à 30 ans, on a été vraiment soutenus par beaucoup de Français. Je pense qu'ils commencent à comprendre l'histoire.
Merci Lenny. Il est 20h pile, non, il est pas 20h pile, il est 20h passé de 52 secondes sur Info. C'est la fin de ce stream, chers amis. Merci d'avoir suivi. Merci Lenny, merci Timothée, merci Juliette, merci aussi à tous nos autres invités qui ont filé vers leur jeudi soir, veille de vendredi et veille de week-end certainement. Merci aussi à Mathis, programmateur du stream, qui est en face de moi, que vous ne voyez pas. Merci à Steph, au visuel, Stéphanie Berlu, qui est boss à France Info. C'est l'étage au-dessus. Merci à Pascal, bien sûr, à la réal, qui est à ma droite, comme vous ne voyez pas non plus. Merci à Jérémy, à la modération, qui vous lit et qui vous répond avec moi. Merci à vous, bien sûr, dans le chat, sans qui on ne serait pas grand-chose. Merci pour vos questions, vos coups de gueule, vos interrogations, vos fulgurances, vos sympathies. Pour ceux qui veulent revoir le stream ou l'envoyer à leurs copines préférées, à leurs collègues sympas, ou qui sont simplement arrivés en retard, l'intégralité du stream est dispo dans 1 minute sur Twitch et sur la page replay de l'émission sur le site de France Info. Le site de France Info, c'est franceinfo.fr. Un clic et vous y êtes, c'est service public, c'est encore gratuit. Le talk de France Info, vous pouvez aussi le retrouver sur Discord. Le lien est dans le chat, ou alors il va y être bientôt. Je crois que c'est Jules qui va le mettre. Pour ceux qui veulent le réécouter avec les oreilles, puisqu'à la maison de la radio, on aime bien donner du son et faire écouter des choses. Vous retrouverez tout ça dans un instant en podcast sur la plateforme de Radio France. Pour l'heure et pour le reste, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ce sera mercredi midi, donc de midi à 14h, comme tous les mercredis. Pas vraiment de bonheur, bien sûr, mais de bonne humeur. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée à toutes et tous. Salut.